En préparation de ce webinaire, justement, nous avons souhaité, avec France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, faire un état des lieux des connaissances des usagers sur les directives anticipées et la personne de confiance. Nous sommes donc allés questionner avec nos équipes les usagers, et c'est ainsi que je vous propose dans cette première partie de découvrir 3 micro-trottoirs. Donc, pour animer cette première partie, je vais être avec l'association ADMD et Alliance afin de réagir, bien entendu, à ces micro-trottoirs en direct avec nous. Avant de commencer, alors ça a peut-être déjà été fait vu que j'ai eu un petit souci technique, est-ce que vous pouvez justement vous présenter assez rapidement, en quelques mots, votre association avant de mettre la première vidéo? Donc, merci beaucoup Axel. Bonjour à tous. Donc, Yoann Brossard, je suis le secrétaire général de l'association Mourir dans la dignité, l'ADMD, qui a été créée en 1980 et qui milite pour la légalisation de l'aide active à mourir. On en parlera aujourd'hui pour l'opposabilité des directives anticipées et également pour un accès universel aux soins palliatifs. Donc, Catherine Renard, je suis bénévole d'accompagnement en soins palliatifs depuis 22 ans, 9 ans en Angleterre et puis tout le reste en France. Le bénévolat d'accompagnement fait partie de la loi des soins palliatifs. Les prises en charge palliatives, on doit proposer cet accompagnement aux patients, aux personnes malades qui sont tout à fait libres d'accepter ou de refuser. Mais en tout cas, on fait intégralement partie des équipes pluridisciplinaires de soins palliatifs, que ce soit en institution, en EHPAD et à domicile, beaucoup à domicile, quant au Lot-et-Garonne en tout cas. Voilà. Alors du coup, comme prévu, je vais donc vous montrer les micro-trottoirs. Donc je vais inviter Agathe qui s'occupe de la technique à lancer la vidéo et on aura ensuite la réaction de nos 2 associations présentes. Absolument rien ne pour ma part. Anticiper la retraite, tout ça peut-être ? Les directives qui ont été préparées à l'avance et qui veulent être mises en place. Je n'ai pas cette notion du mot anticipé, directive anticipée. Ça m'évoque la fin de vie. C'est le patient qui rédige une feuille sur ce qu'il souhaite. Une idée de l'acharnement thérapeutique qu'on doit produire ou pas. Les gens bien pensants qui pensent à fond de quelque chose pour l'avenir. Avant que malheureusement il arrive une catastrophe, on ait pu dire ce que l'on souhaitait au niveau des obsèques. Le droit du patient, directive que la personne a choisi. Voilà. Concernant sa fin de vie, des demandes particulières. Demande qu'on doit respecter. Voilà, à exaucer. Bonjour, je suis Marianne, je représente l'association Cogito Mori qui travaille à l'éducation populaire en matière de deuil et d'obsèques. Alors ce micro-trottoir concernant les directives anticipées reflète vraiment bien ce que nous avons constaté, nous professionnels qui touchons de près ou de loin à la mort. D'une part, les gens en général ne savent pas quoi faire et n'ont pas entendu parler des directives anticipées ou des contrats obsèques ou de comment préparer la fin de vie ou la mort. D'autre part, il y a souvent une confusion entre les directives anticipées qui interviennent en matière de soins et les dernières volontés qui traitent davantage des obsèques. Donc cette confusion-là, on la retrouve très souvent. De la même façon qu'il y a des gens qui préfèrent s'adresser à un notaire pour dire ce qu'ils voudraient pour leurs obsèques et qu'on est obligé de leur rappeler que le notaire intervient trop tard par rapport aux obsèques et qu'il vaut mieux s'adresser, soit donner ses souhaits à la famille, soit faire un contrat obsèques. Pour les directives anticipées, ça ne concerne que la fin de vie, donc acharnement thérapeutique ou pas, effectivement, décision médicale et pas du tout les obsèques. Donc, Monsieur Brossard, Madame Renard, je vous invite à réagir. Qu'est-ce que cette vidéo vous inspire sur la thématique des directives anticipées? Moi, je voudrais dire qu'il y a du boulot, qu'il est évident que les gens confondent, quand ils sont un tout petit peu au courant, ils confondent beaucoup ce qu'on peut rédiger pour ces obsèques et les directives anticipées. Enfin, moi, dans ma pratique, je vois que c'est très, très, très peu connu. Quand on fait un mini-sondage dans des réunions, on voit que même le corps soignant n'ont pas fait leurs directives anticipées. Enfin, je pense, moi, mon opinion, alors là, je m'engage que moi, que ça a été mal enclenché au départ,
que les gens, oui, enfin, je sais que vous allez aborder le sujet de la peur d'en parler. C'est pas assez organisé, c'est pas assez. Enfin, moi, je dirais qu'il faut que les médecins traitants soient vraiment partie prenante, qu'il y ait une consultation dédiée à chacun de leurs patients pour parler de ces directives anticipées, bien expliquées. Moi, j'avoue que je les ai faites moi-même, quand même, il faut montrer le bon exemple, mais je suis beaucoup plus pour la personne de confiance que pour les directives anticipées, qui, c'est vrai, sont dures à envisager. On ne sait pas trop quel moyen il y aura à un moment où vraiment on aurait besoin. Enfin, c'est un petit peu nébuleux tout ça, et donc ça n'incite pas monsieur et madame tout le monde à réaliser que c'est hyper important, parce que c'est hyper important pour soi, mais pour les gens qui nous entourent aussi. Il y a tellement de choses à dire sur les directives anticipées et je vous rejoins parfaitement sur votre analyse. Ça s'est très mal engagé. Donc la loi de 2005 qui a intégré ces fameuses directives anticipées avait d'ailleurs prévu la création d'un fichier national des directives anticipées qui n'a jamais vu le jour. Je rappelle que le seul fichier national des directives anticipées qui existe aujourd'hui est celui qui a été mis en place et géré sur ses fonds propres par l'ADMD et que l'État n'a jamais mis en place ce fameux fichier national des directives anticipées. Et effectivement, la promotion de ces directives, c'est l'État qui est fautif, parce que l'État n'a jamais rien fait depuis la loi de 2005 et depuis la dernière mouture de la loi Leonetti, Claes Leonetti de 2016. Il y a eu 2 campagnes télévisées seulement. Enfin, c'était la même qui a été répétée 2 fois, avec d'ailleurs quelques erreurs à l'intérieur des spots d'information qui faisaient d'ailleurs une distinction entre les directives anticipées et les personnes de confiance. C'était ou l'un ou l'autre. Je ne pense pas que ce soit 2 dispositifs qui s'opposent. On est, je pense, tous d'accord autour de cette table, même si c'est une table virtuelle là-dessus. Et donc, effectivement, il y a une vraie méconnaissance, et on le voit bien avec votre micro-trottoir. Mais nous, on le voit aussi à l'ADMD quand on est sur le terrain, et on l'est, puisque à l'ADMD, nous avons, en dehors de toutes nos délégations de nos 75 000 adhérents, nous avons aussi une section jeunes. Nous avons 1 millier de jeunes adhérents à l'ADMD qui, tous les ans, au mois de juillet, font une caravane et font un tour de France pour faire la promotion des directives anticipées. Sur les plages, dans les centres-villes, sur les marchés. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a une véritable méconnaissance. Et donc, c'est nous qui sommes obligés de faire la promotion d'un dispositif qui est prévu par l'État, qui est prévu par la loi. Et donc là, c'est pas la première fois que les associations jouent le rôle de l'État. Hein. Heureusement que la loi de 1900 existe parce que, très honnêtement, il y a sur pas mal de sujets parfois une délégation des responsabilités et des actions qui sont faites auprès des associations. Et puis, il y en a un autre problème. Non seulement elles ne sont pas promues par nos gouvernants, mais en plus, elles ne sont pas complètement applicables parce que la loi de 2016 dit une chose. Alors, je m'amuse systématiquement à reprendre l'article 8 de la loi de 2016 parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de comprendre ça. C'est que les directives anticipées, l'avancée de la loi de 2016, c'est que elles n'ont plus de durée de validité. Donc, elles sont valables sans durée. On peut revenir dessus à chaque fois sans aucun problème. Donc ça, c'était une avancée déjà, parce qu'avant, il fallait tous les 3 ans renouveler ces directives anticipées. Ce n'était pas forcément quelque chose qui était facilitateur. Mais par contre, la loi de 2016, elle restreint l'application de ces directives anticipées, puisqu'en fait, elle dit que, je lis l'article 8 clairement, les directives anticipées s'imposent aux médecins, donc c'est ce qu'on appelle la partie contraignante, pour toute décision d'investigation, d'intervention, de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Ce qui signifie bien qu'elles ne sont pas opposables et que c'est à nouveau l'équipe médicale qui peut déterminer si les directives anticipées et ce que souhaite le patient en fin de vie sont conformes, et donc c'est lui qui les applique. Et qui décide ou pas de les appliquer, pardon. Et ça ne participe pas non plus à la confiance que peuvent avoir les citoyens
dans l'utilité des directives anticipées. Donc, on a aussi cette problématique d'opposabilité des directives anticipées. Et puis, enfin, ce qui est important de souligner, parce qu'il y a quand même un petit côté positif, c'est que, notamment grâce au lobbying de la DMD, dans le dossier médical partagé, alors ça a changé de nom depuis quelques semaines, hein, ça s'appelle Mon Espace Santé, si ma mémoire est bonne, mais dans le DMP, on ne pouvait, au début du DMP, même pas insérer ces directives anticipées. C'est-à-dire qu'il n'était pas prévu de case pour le directive anticipée. Et donc, on a dit, puisqu'il n'y a pas de fichier national qui existe, puisque vous ne l'avez toujours pas mis en place, c'est peut-être bon d'avoir un module qui soit spécifique aux directives anticipées. Donc, on pouvait les mettre qu'en pièce jointe, comme ça, parmi d'autres dossiers et parmi d'autres documents. Donc, il y a quand même une petite note positive, c'est que si le fichier national des directives anticipées n'existe toujours pas, en tout cas, hors celui de la DMD, on peut mettre ces directives anticipées virtuellement sur l'espace santé individuel. Alors ça, je sais pas du tout. Je veux pas qu'on s'acharne à me faire survivre dans des conditions déplorables. Le choix, si je décide d'être inhumée, d'être incinérée, si j'ai des demandes particulières, par exemple, si je décide que mon urne soit déposée à tel endroit, dans tel lieu. Au niveau des soins médicaux aussi, ce que je veux qu'il soit fait et pas fait. L'euthanasie, par exemple, le type qui souffre trop du cancer, c'est un navet, il faut bien trouver une solution. L'euthanasie, du point de vue religion, c'est compliqué, mais du point de vue science, ça allège ses souffrances. Les conclusions par rapport à ce que ceux justement qui font les directives anticipées ont pensé, quoi. Je dirais s'il y a une clause de non-acharnement thérapeutique ou pas, les souhaits religieux, les dernières volontés. Alors, dans cette deuxième vidéo, on voit encore le mélange entre dernière volonté en matière d'obsèques, quand ils évoquent le côté religieux, savoir si l'urne doit être placée à tel ou tel endroit, et puis les directives anticipées qui ne concernent que, avec des gros guillemets, hein, même si c'est très important, qui concernent la fin de vie. Et donc l'attitude des soignants, l'attitude que les soignants doivent adopter en matière de fin de vie. Donc pareil, Madame Renard, Monsieur Brossard, je vous invite à réagir à cette petite vidéo sur ce que doivent contenir les directives anticipées. Sur le contenu des directives anticipées, là c'est pareil, non seulement le dispositif il n'est pas connu, mais on voit bien qu'il y a un flou global sur ce qu'on doit y mettre à l'intérieur. Et là c'est pareil, c'est une question de pédagogie et de travail. Je rejoins ce que me disait Mme Renard tout à l'heure, c'est que même nos médecins de ville, nos médecins de famille ont parfois la méconnaissance du contenu même des directives anticipées. Et quand vous prenez le formulaire que met à disposition le ministère de la Santé sur son site internet, qui fait, je crois, 9 pages, ça ne simplifie pas non plus la compréhension de ce qu'on peut mettre ou ce qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur des directives anticipées. Alors, il est important de rappeler qu'à l'intérieur des directives anticipées, il ne s'agit pas de noter ce que nous souhaitons après que nous soyons morts. Il est bien question de ce que nous souhaitons dans les derniers jours de notre vie. Et donc, lorsqu'on est en situation de fin de vie. Et ce formulaire peut vous permettre de dire tout ce que vous souhaitez et d'indiquer même, si la loi évolue, si la loi permet de nouvelles choses, de pouvoir en bénéficier. On n'est pas obligé d'être contraint à ce que la loi impose aujourd'hui et ne nous donne pas le champ de tous les possibles pour demain, puisque, comme je le disais tout à l'heure et je le rappelle maintenant, les directives anticipées n'ont pas de durée de validité et que si vous les remplissez aujourd'hui et que la loi change dans 3 ans, si ce que vous demandez, c'est la nouvelle loi ou inversement, vous êtes toujours à temps de les modifier, mais en tout cas, vous ne devez pas être contraint par la loi actuelle. Et également, ce qui est important de préciser, c'est parce que on dit toujours qu'à la DMD, nous sommes des pro-euthanasie. Non, nous sommes des pro-choix. Nous sommes des militants du choix. Et il est important, si vous souhaitez vous-même aller jusqu'au bout, essayer tous les protocoles possibles, et il faut l'inscrire également, parce qu'il peut y avoir, et on le voit, l'INED avait d'ailleurs fait un formidable sujet il y a une 8aine d'années maintenant, avec une enquête auprès
des médecins pratiquants dans les hôpitaux sous couvert d'anonymat qui avaient expliqué que, oui, ils débranchaient, oui, ils pratiquaient des euthanasies, et que parfois, ils le disaient eux-mêmes, ils n'avaient pas forcément les directives anticipées, ils n'avaient pas forcément l'autorisation, en tout cas le consentement des patients. Donc, c'est important de vraiment tout mettre sur ces directives anticipées. Et donc, on parlera après des personnes de confiance. C'est ça, Axel ? Tout à fait, c'est ça. Des personnes de confiance, je laisse Mme Renard compléter ou me contredire. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un terme qui me choque dans les témoignages que j'ai vus. Quand ce monsieur dit que quand on a un cancer avancé, on est un navet. Voilà, moi qui accompagne des gens depuis 22 ans, je n'ai jamais considéré une personne dans quelque état qu'elle soit comme un navet ou comme... voilà, c'est toujours une personne qui est vivante jusqu'au bout. Ça, je voulais déjà le spécifier parce qu'on entend beaucoup c'est un légume et je trouve ça très choquant dans le discours. Sur ce qu'on met dans les directives anticipées, j'ai été sollicitée la semaine dernière pour être personne de confiance et aider la maman d'une de mes meilleures amies à rédiger ces directives anticipées. Je suis d'accord avec M. Brossard, c'est très nébuleux encore une fois. Voilà, c'est peut-être quelque chose à rédiger, mais les questions sont très floues. Et je veux dire encore, M. Brossard vous dit qu'on peut y mettre que jusqu'à la fin, on voudra essayer tous les protocoles, mais c'est illusoire. Enfin, quand on devient malade avec une grave... C'est bien qu'on s'en remet beaucoup. On essaie de faire confiance aux médecins qui s'occupent de nous, aux équipes soignantes, et on essaie de cheminer avec eux. Enfin, il y a aussi un terme dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui est très développé dans les pays anglo-saxons, qui s'appelle l'advance care plan. C'est vraiment la vraie discussion entre les soignants et la personne malade, de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et c'est très compliqué, comme vous disiez, M. Brossard, de décrire, oui, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, mais jusqu'où va l'acharnement thérapeutique ? Moi, je pense que l'acharnement thérapeutique est très délétère, et il y en a beaucoup trop en France, et c'est ça qui arrive à des situations mais désespérantes, et il y a vraiment un grand... Enfin, c'est pas, le terme ménage n'est pas approprié, mais il y a vraiment une belle éducation à faire, et que les gens soient vraiment très, très dessus et voilà, partager, parler, mais je redis, que ce serait le rôle assez évident du médecin traitant qui prend du temps pour expliquer les choses. Et c'est quand même, normalement, j'espère que les Français ont encore à peu près, quand ils en trouvent un, confiance en leur médecin traitant et puissent aborder ce sujet. Voilà. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Mme Renard, je vous invite à consulter le site de la DMD. On a mis en place un formulaire qui est beaucoup plus simple que celui du ministère de la Santé et qui permet notamment de désigner en même temps ces personnes de confiance. C'est juste un recto verso, donc c'est très pratique. Et je vous rejoins complètement sur le côté illusoire des choses. Et c'est bien pour ça qu'à la DMD, nous réclamons l'opposabilité des directives anticipées, parce que même quand on l'écrit, on n'est pas sûr aujourd'hui qu'elles soient respectées. Nous allons donc pouvoir enchaîner avec le dernier épisode de ces micro-trottoirs qui, cette fois-ci, parle de la personne de confiance. C'est une bonne question. Elle prend la décision quand la personne n'est plus en état de choisir ce qu'il veut. Eh bien, elle veille à ce qu'on ne s'acharne pas à me faire survivre dans des conditions non humaines. Si jamais je vais en consultation, si je suis hospitalisée et que je pense que le médecin n'est pas apte, que le médecin sent que je ne suis pas apte à entendre ce qu'il a à me dire, la personne de confiance est là, entend et pourra me retranscrire les choses. Qui va dire par exemple au médecin, ma femme, cette personne aurait voulu ça ou ça. C'est la porte-parole pour moi quand la personne ne peut plus parler, ne peut plus prendre de décision. Sur nos directives, on nous aide dans ces moments-là, si on n'a pas les possibilités d'agir. Elle peut être là pour éclairer les choix de la personne. Alors, il me semble que dans ce micro-trottoir-là, tout a été dit sur la personne de confiance, effectivement, qui est porte-parole d'un patient qui n'est plus en état de faire entendre sa voix, qui a été désigné par le patient en amont pour porter ses volontés en matière de fin de vie.
Donc, moi, comme je disais, je suis une grande fan de la personne de confiance, mais avec explication. Et d'ailleurs, la SFAP est en train de lancer en France, mon initiative, un grand projet qui s'appelle Dernier Secours, qui va expliquer aux citoyens ce que sont les soins palliatifs, ce que ça amène, ce que ça peut leur apporter, et également beaucoup des directives anticipées et de la personne de confiance. Et lors d'une formation, je disais qu'il faut que ça soit clair aussi. Moi, je n'ai pas choisi ni mon mari ni mes enfants. C'est personnel, hein, chacun peut faire comme il veut, mais il faut être bien conscient que la personne de confiance va peut-être devoir prendre des décisions un petit peu difficiles. Et il faut éviter des fois de charger la famille trop proche de ce genre de décision, d'arrêt de traitement ou d'arrêt de machine. Donc voilà, mais moi, ce qui me plaît dans la personne de confiance, c'est que c'est vraiment des discussions, justement. C'est parce que là, on peut écrire ces directives anticipées, on les met dans son portefeuille, on la donne à sa personne de confiance, éventuellement à son médecin traitant, mais encore une fois, comme disait M. Brossat, qui sait qu'on a écrit bon, à part, oui, la personne de confiance, la famille, mais autrement, tant que c'est pas cadré, ça va être, à mon avis, très, très compliqué. Alors que la personne peut quand même s'avancer et puis dire je suis la personne de confiance de cette personne qui ne peut plus s'exprimer. Également, comme le disaient vos petits témoins, là, qui avaient l'air d'être un peu plus au courant sur la personne de confiance que les témoignages qu'on a vus auparavant, et qui disaient que la personne de confiance, qui peut être hyper important, c'est d'accompagner la personne malade lors des rendez-vous importants médicaux pour être là, parce qu'on sait bien que quand un médecin, enfin ça ne m'est pas arrivé, merci, mais vous annonce une très mauvaise nouvelle, enfin la personne n'écoute plus, n'entend plus, son émotion prend le dessus, et donc d'avoir quelqu'un à ses côtés qui puisse déjà voilà, être là en toute amitié ou en tout amour avec elle, et puis pouvoir ensuite débriefer un petit peu derrière des mauvaises annonces ou soutenir, c'est hyper important, quoi. Donc voilà, mais encore une fois, ça demande de la pédagogie. Le centre avait lancé une grande campagne de communication qui n'était pas inintéressante, mais je ne pense pas que ça ait eu un effet, enfin il y a quelques années, hein, Giovanna, c'était avant, je ne pense pas que ça a eu un effet très probant. D'ailleurs, on voit bien les chiffres, et les chiffres, à mon avis, sont énormément gonflés avec... excusez-moi, mais je pense que vous êtes tous au courant que dans les EHPAD, ce n'est pas toujours les personnes qui entrent en EHPAD qui rédigent les directives anticipées et qui mettent de personnes de confiance. C'est souvent le mari ou la fille qui a accompagné la personne à entrer à l'EHPAD, quoi. Donc voilà, il faut que ça soit sérieux, il faut que ça soit très bien expliqué et que enfin il existe ce système, donc il faut s'en servir, mais s'en servir avec beaucoup de pédagogie, d'éducation et de formation là-dessus. Voilà. Merci, Mme Renard. C'est intéressant, effectivement, votre micro-trottoir, parce que ça montre que la personne de confiance est mieux identifiée que l'action des directives anticipées et que l'existence des directives anticipées. D'abord parce que c'est plus ancien, la personne de confiance existait avant les lois Leonetti. Donc, effectivement, le temps a fait son action. Et puis parce que les équipes médicales ont toujours considéré que la personne de confiance était facilitatrice pour pouvoir ensuite mettre en place les protocoles médicaux. Alors que les directives anticipées, ils ont plus ou moins considéré au départ que c'était une entrave à leur prise de décision. Donc, on a deux pans qui, effectivement, sur la maîtrise et la connaissance de la population de ces dispositifs, on voit qu'il y a un petit écart. Sur la personne de confiance, si elle est importante, je rejoins tout ce que disait Mme Renard, sauf une chose, c'est que la personne de confiance, elle ne décide pas pour l'autre. Elle fait appliquer ce que la personne a décidé. C'est complètement différent, c'est important de le dire, parce que la personne de confiance, elle n'est là que pour faire appliquer les volontés du patient. Et en aucun cas pour prendre une décision. D'accord.
Et en aucun cas pour prendre ce que c'est pas enfin voilà, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit à décide. Donc c'est lourd pour la personne de confiance. Et ce pourquoi d'ailleurs, alors là je vais faire un peu la promotion de la DMD, mais je suis en même temps un peu là pour ça. Mais ce pourquoi d'ailleurs nous avions mis ce fichier national des directives anticipées. Pourquoi nous l'avons fait? C'est pas pour se suppléer à l'État. C'est parce que on s'est dit exactement ce que disait Mme Renard. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un sait que ces directives anticipées et cette personne de confiance ont été enregistrées quelque part, eh ben on va pouvoir éventuellement faire respecter ce droit. Et donc, si on l'a mis en place, c'est parce que, et d'ailleurs, on demande à tous nos militants de faire enregistrer leurs directives anticipées sur le fichier national que nous avons mis en place, parce que quand la personne de confiance se retrouve dans une situation délicate où elle n'est pas entendue, et ça arrive heureusement de moins en moins souvent, il faut quand même le préciser, hein, les personnes de confiance sont de plus en plus écoutées dans nos hôpitaux français, mais ça arrive encore. Et lorsque ça arrive, nous, à la DMD, on peut prendre le relais parce qu'on a les directives anticipées. Donc, on peut sous couvert de déclarations LACNIL, etc., mais on peut prendre le relais de la personne de confiance et on a des médecins conseils, des conseillers juridiques, etc. Et donc, faire appliquer réellement les directives anticipées, quel que soit le contenu des directives anticipées. On est bien d'accord. Et j'en profite parce qu'il y a une question dans le chat qui est intéressante et qui dit pourquoi la France et la DMD ne parviennent pas à proposer la même assistance à mourir qu'en Suisse ou en Belgique. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais par contre, ce n'est pas la DMD qui peut mettre en place quelque chose, c'est bien l'État et nos législateurs qui peuvent faire voter une loi en ce sens, et c'est ce pourquoi nous nous battons en tout cas à la DMD. Donc on ne reste pas sans rien faire, mais ce n'est pas la DMD qui peut mettre en application ce droit. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la deuxième partie, on va juste prendre 2-3 petites questions. Donc, Agathe va nous les mettre en évidence. Je vous ferai la lecture et vous pourrez ainsi y répondre. Première question, où commence l'acharnement thérapeutique selon vous? L'acharnement thérapeutique, pour moi, commence quand on applique un traitement qui est tout à fait... que les soignants savent très bien que ça ne va pas du tout améliorer la condition. Ça peut être un essai thérapeutique. À la limite, ça peut servir à la science, mais en tout cas, ça ne peut pas spécialement servir au bien-être du malade. Mais c'est très compliqué, ça aussi, pour le patient à qui on propose quelque chose, quelle qu'en soit l'idée de lui proposer ça. Imagine qu'une personne malade, elle croit que le nouveau traitement là, qui n'a pas encore été vraiment essayé, mais qui peut peut-être marcher. Voilà, nous, on voit bien en étant tous les jours auprès des personnes en fin de vie, comme elles s'accrochent à la vie, comme le moindre petit espoir est un espoir, quoi. Donc, l'acharnement thérapeutique, c'est compliqué. C'est compliqué à savoir où est la limite. Mais bon, quand j'entends parler de temps en temps de chimiothérapie compassionnelle, là, j'appellerais ça plutôt acharnement thérapeutique. Encore que... L'acharnement thérapeutique, il ne peut être considéré qu'à l'aune de sa conception personnelle. Et c'est chaque patient qui doit décider où commence et où s'arrête un protocole. Et s'il peut le supporter ou pas, ou s'il a envie de le supporter ou pas. L'acharnement, la notion même d'acharnement, c'est à partir du moment où on va au-delà de ce que souhaite le patient. Quand le voisin fait du bruit, il s'acharne contre vous, alors que votre seuil de tolérance est là, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que c'est le seuil de tolérance du patient, l'acharnement thérapeutique. Il n'y a que lui qui peut considérer à quel niveau il peut tolérer un protocole ou un nouveau protocole, comme le disait Mme Renard. Mais en tout cas, c'est pas à nous, c'est pas à vous, c'est pas aux accompagnants, c'est pas à la famille et c'est pas aux médecins de décider si c'est de l'acharnement ou pas. C'est en fonction de la conception personnelle de chaque individu. Il y en a qui voudront aller très très loin et pour eux, ce ne sera pas de l'acharnement thérapeutique. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière petite question. Alors, aucune situation de fin de vie sont des situations simples. Est-ce qu'il n'est pas illusoire de simplifier à outrance ce qui sera écrit et qui sera sujet à interprétation si elles sont trop simples? Voilà, on va dire oui, je ne veux pas être un légume, oui, je ne veux pas peser sur ma famille.
mais c'est très simple comment on interprète ça. Et moi, je dis, si, voilà, au 3e AVC, j'ai pas envie qu'on me réanime. Mais encore, faut-il savoir quels sont les dommages que j'aurais subis au bout de ce 3e AVC. Donc, on voit bien que c'est très, très compliqué de se projeter dans une situation qu'on ne vit pas encore, quoi. Donc, Aucune situation est identique, vous avez parfaitement raison, et la question est très bien posée, et rien n'est simple. Et rien n'est simple à la fois pour le patient, mais rien n'est simple non plus pour les soignants, parce qu'il ne faut pas non plus ignorer que chaque situation, ce sont des doutes, ce sont des questionnements, et que ces doutes et ces questionnements, c'est les soignants qui se les posent aussi. Donc effectivement, aucune situation n'est simple. Par contre, ça ne veut pas dire que les situations sont complexes, qu'il ne faut pas vouloir essayer de rendre l'utilisation simple, par contre, des directives anticipées, de ne pas vouloir universaliser, on va dire, son utilisation. Et puis, vous avez le droit de rédiger vos directives anticipées sur papier libre. Vous avez le droit de pouvoir, même si vous utilisez un formulaire, quel qu'il soit, vous avez le droit d'écrire ce que vous souhaitez ou pas. Même Renard vient de dire, eh bien, moi je considère que si je fais un AVC, la 3e réanimation, il ne faut pas la faire. Sauf si vous considérez que je vais pouvoir encore réfléchir, ou si je vais pouvoir encore parler, ou si je pourrais encore me servir à minimum de ma main droite. Et bien ça, par exemple, vous pouvez l'inscrire. Et si en face, les médecins disent non, effectivement, voilà, si on fait cette 3e réanimation, quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas réutiliser sa main droite, donc ce n'est pas conforme à ses souhaits. Donc effectivement, là, on a quelque chose de précis. Mais vous pouvez ne pas être précis, comme être précis, mais en tout cas, vous pouvez rédiger vous-même ce que vous souhaitez pour vous-même. Rien ne vous l'interdit, en tout cas. ce que je voulais spécifier aussi peut-être, c'est qu'en soins palliatifs, on a quelque chose d'extraordinaire qui sont la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que les décisions ne sont pas prises juste par un médecin, mais par une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe. Et ça, c'est quand même une belle, quelque chose d'assez extraordinaire et d'une belle avancée. Et c'est obligatoire. Donc, voilà, ce n'est pas juste un médecin tout seul qui décide, en lisant les directives anticipées, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. C'est quand même une garantie. Et avant de clore le chapitre, parce que je sais qu'après, c'est plus moi qui parle, j'en profitais juste pour vous donner l'importance aussi des directives anticipées, sans des fois qu'on s'en aperçoive. Mais je vous rappellerai l'affaire Vincent Lambert, 10 années de procédure par des parents procéduriers, ultra religieux, mais peu importe, qui sont revenus dans la vie de Vincent alors qu'il n'était plus dans sa vie, pour faire quelque chose qui n'était pas conforme à ses volontés. Et parce qu'il n'avait pas écrit ses directives anticipées, il n'y avait pas de trace écrite de ses volontés. La parole de son épouse a d'ailleurs été contredite à plusieurs reprises pour que finalement on puisse enfin laisser partir Vincent convenablement, enfin convenablement. On pourrait parler de la sédation, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais voilà l'importance, en tout cas, s'il y avait un exemple à donner pour expliciter l'importance de Vincent. C'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. Eh bien, merci beaucoup pour vos échanges et puis pour votre intervention sur ces micro-trottoirs. Juste une toute petite précision pour le replay, parce qu'il y aura bien en effet un replay de ce webinaire. Il y aura dans le replay l'intervention de l'association Cogito Mori, qu'on n'a pas diffusée aujourd'hui pour raison de timing, mais elle sera bien présente dans le replay. Et je vais donc maintenant donner la main à Géraldine pour l'animation de la partie 2. Je reviendrai sur la partie 3 me concernant. Alors effectivement, donc à travers les micro-trottoirs avec les interventions passionnantes de Monsieur Brossard et de Madame Renard. Donc c'est compliqué, c'est le mot que vous avez souvent employé, et on voit qu'effectivement aborder ces notions-là, c'est pas facile. Et donc, ça fait partie un petit peu du point central de notre webinaire, la peur, la crainte d'en parler. Comment aujourd'hui on peut déplacer ça? Comment on peut développer une culture des directives anticipées dans la pratique, à la fois donc des associations et des professionnels. La DMD s'en est saisie,
Mais donc, on voulait aussi quand même faire le point là-dessus. Et pour cela, donc, Axel et Raymond, dans le cadre de notre travail au sein de France Asso Santé, on a fait un petit observatoire, donc à la fois national et régional, justement, sur la question pour voir un peu où ça en était. Et donc, on laissera ensuite la parole à Émilie Charmillon, infirmière coordinatrice, et Laurence Deperlongue, qui est chargée de mission Maison de Santé Marie-Galène, qui également donc œuvre pour une structure régionale qui s'appelle Capalliatif. On terminera donc avec une initiative à travers la parole d'Estelle Amiot, qui est infirmière coordinatrice au CIRDA CHU de Poitiers, qui est le CIRDA, la cellule d'information et de recueil des directives anticipées. Donc, merci à nos différents intervenants. Et donc, bon, je vais laisser la parole à Raymond et à Axel pour que vous puissiez un peu nous présenter, notamment Raymond, que tu puisses un peu nous présenter les différents concernant les observatoires que nous avons faits sur cette question du droit et des directives anticipées. Donc, moi, je vais vous présenter quelques chiffres, ce qui est toujours un petit peu rébarbatif. Donc, nous allons parler de 2 rapports. Le premier, c'est le baromètre des droits des personnes malades qui a été commandité à l'Institut BVA par France Asso Santé avec une enquête qui a été réalisée par téléphone du 18 janvier au 9 février 2022. Et le second, donc, ça sera notre enquête observatoire des directives anticipées et de la personne de confiance que nous avons réalisée, nous, sur la Nouvelle-Aquitaine et qui était adressée aux établissements de santé du 3 mars au 22 avril. Donc, pour ce premier rapport que vous voyez à l'écran, donc à l'occasion des 20 ans de la promulgation de la loi dite loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, France Asso Santé a publié une nouvelle édition de son baromètre des droits des personnes malades. Donc, les objectifs que nous allons retenir aujourd'hui, ce sera surtout l'évaluation du niveau d'information des Français en matière de santé, donc pour nous sur les directives anticipées et la personne de confiance. Donc, pour rappel, ce baromètre a été réalisé sur un échantillon de 1802 personnes au niveau national, dont 107 personnes sur la Nouvelle-Aquitaine, soit 9%. Et les données ont été comparées avec le précédent observatoire de 2017. Donc, 13 droits qui s'appliquent aux personnes malades ont été cités. Il en ressort dans les réponses obtenues qu'11 d'entre eux sont connus par les Français, mais que seulement 9 apparaissent comme bien appliqués. Et parmi eux, il y avait bien sûr la désignation d'une personne de confiance et la rédaction des directives anticipées. Donc, c'est là que nous avons des chiffres assez intéressants. Donc, nous avons une synthèse de ces données qui ont été recueillies dans l'observatoire. Alors, dans une image présentée en 2 parties, la première en bleu à gauche sur la connaissance des droits et la deuxième partie en marron à droite sur leur bonne application. Donc, pour chacune de ces parties, nous avons les résultats sur la première ligne pour la désignation de la personne de confiance et sur la deuxième pour la rédaction des directives anticipées pour sa fin de vie. Et chaque résultat est bien sûr mis en parallèle entre le territoire français et la Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans les réponses obtenues, il apparaît qu'en ce qui concerne la désignation de la personne de confiance, globalement, ce droit est connu pour 88% des Français, avec un accroissement de notoriété de 4 points par rapport à 2017, et qu'en Nouvelle-Aquitaine, le taux est à peu près égal, à 89%. Et en ce qui concerne l'application de ce droit, donc en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes assez bons élèves, car 95% des personnes estiment que ce droit est bien appliqué, contre 89% sur le territoire national. Et donc, sur la deuxième ligne, par contre, pour la rédaction des directives anticipées, ce droit est moins bien connu, aussi bien sur le territoire français, avec 77%, que sur la Nouvelle-Aquitaine, avec là 65%. Et là, nous ne sommes pas bons élèves. Et en ce qui concerne son application, là aussi, les taux restent plus faibles que pour la personne de confiance, avec 70% pour la France et 81% pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà pour le premier rapport, les chiffres que nous pouvions retenir. Et donc, notre deuxième rapport, c'était notre enquête France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, qui est un observatoire des directives anticipées de la personne de confiance, donc adressé aux établissements de santé publics et privés sur les 12 départements, et qui avait pour objectif de connaître la façon dont le patient était informé sur la personne de confiance dans les établissements et aussi sur les directives anticipées.
de connaître aussi la traçabilité de sa volonté dans le dossier patient et comment le représentant des usagers était impliqué par l'établissement sur ces thématiques. Donc, dans un premier temps, nous avons voulu savoir à quel moment ces directives anticipées étaient évoquées avec le patient. Donc, dans les réponses, nous avons lors de l'accueil, l'admission, au moment du recueil des données pour 41%, à l'entrée dans le service de soins pour 5%, alors en consultation anesthésie, c'est-à-dire avant l'hospitalisation pour 3%, au cours de l'hospitalisation et tout au long de sa prise en charge globalement pour 22%, en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient pour 11%, lorsque le patient arrive en soins palliatifs que son état se dégrade pour 14%, et aussi lorsque le patient souhaite en parler lui-même pour 5%. Donc, puis nous avons voulu revenir avec les établissements sur le fait que le dossier médical défini à l'article R 1112.2 du Code de la santé publique fait mention de l'existence des directives anticipées du patient, ainsi que des coordonnées de la personne qui en est détentrice, et que l'article R 1112.3 stipule que ce dossier comporte l'identification du patient, ainsi que celle de la personne de confiance et celle de la personne à prévenir. Ces mentions devraient donc être tracées dans le dossier patient. Et dans les réponses obtenues sur cette traçabilité, nous avons, pour l'admission au service des urgences, oui à 19%, parfois à 23,8% et jamais pour 57%. Pour l'admission dans un service de soins, nous avons oui pour 80%, parfois pour 16% et non à 4%. Et par le médecin lors d'une simple consultation, oui à presque 40%, parfois à 60% et non, donc très peu à ce moment-là, à 0,3%. Donc, il apparaît que ces données sont bien tracées à un moment ou à un autre du parcours de soins du patient, mais peut-être difficilement à certains moments. Donc, pour la slide suivante, après avoir évoqué donc la première information vers l'usager, la traçabilité dans le dossier patient, nous avons voulu savoir comment est-ce que l'établissement obtenait ces directives anticipées. Donc, lors d'une consultation avec le professionnel de santé pour 74%, dans une situation extrême entre le patient et ou sa famille et le professionnel de santé à presque 52% dans un échange verbal, par consultation du DMP, qui était alors dossier médical partagé pour près de 15% et auprès du médecin traitant pour 11%. Ce qui montre bien que les professionnels privilégient l'échange avec le patient et avec la famille quand cela n'est plus possible avec le malade et qu'en voie de recours, ils consultent le médecin traitant et le DMP dont les données commencent à être intégrées à mon espace santé. Cette slide montre que pourtant ces professionnels de santé ne sont pas forcément à l'aise avec ces directives anticipées. Donc, nous leur avons posé la question, comment définiriez-vous le ressenti des professionnels face à un échange sur les directives anticipées avec un patient? Et donc, 72,41% des établissements de santé interrogés jugent le ressenti des professionnels lors d'un échange avec un patient négatif. Ils ne sont pas à l'aise dans cette action. Les professionnels s'interrogent. Comment informer et conseiller un patient qui souhaite les rédiger? Quelle place prendront ces directives dans les décisions collégiales qui mobilisent les professionnels de santé, la personne de confiance, la famille et bien sûr les proches? Et surtout, comment interpréter ces directives pour conjuguer au plus juste la volonté et l'intérêt du patient? Voilà pour les directives anticipées. Et donc, nous avons aussi posé quelques questions en ce qui concerne la personne de confiance. La personne de confiance peut être très importante dans l'échange avec les professionnels, car dans une situation extrême, elle peut être dépositaire de la volonté du patient. Et on voit que dans les établissements, les usagers sont bien informés sur cette possibilité qu'a le patient de la nommer, avec 96% de réponses, mais que cependant, la différence entre la personne à prévenir et la personne de confiance nécessite encore une action pédagogique vers les usagers avec à peine 56% des réponses. Et au niveau des professionnels de santé, cette différence n'est connue qu'à 65% et correctement saisie à 55,6%, ce qui peut interpeller. Et ce qui implique aussi que des personnes à prévenir peuvent être tracées dans le dossier patient en tant que personne de confiance et inversement. Alors, soit que les professionnels de santé n'ont pas su faire ou expliquer aux patients la différence entre ces deux notions, soit que le recueil ait été réalisé de façon orale sans qu'un formulaire soit rédigé, ou que ce patient lui-même ne connaissait pas ce droit.
Donc, dans notre observatoire, nous avons aussi voulu voir comment les établissements jugeaient la place qu'ils donnaient aux représentants des usagers dans leur rôle de suivi des droits des usagers au sein de leur établissement sur ces thématiques. Donc, on voit que globalement, lors des commissions des usagers, ils pensent que les RU sont assez bien informés, autant sur le recueil des informations auprès du patient que la traçabilité dans le dossier patient, avec 84,6% de répondants. Les résultats montrent que les RU, pourtant, ne sont pas impliqués dans le suivi des affichages et moyens d'information. Ils ne le sont qu'à 50%. Donc, et surtout, ces RU représentants des usagers ne sont pas non plus impliqués dans des groupes de travail. Ils ne le sont pas pour les directives anticipées à hauteur de 48% et pour la personne de confiance à hauteur de 52%. Voilà, donc pour ces deux rapports, je dirais qu'ils nous montrent que la personne de confiance est assez bien appréhendée, tant par les usagers que par les professionnels, mais qu'il y a 2 points pour lesquels il est nécessaire de poursuivre cette information. Donc, c'est la différence entre la personne de confiance et la personne à prévenir, et surtout, donc bien sûr, un gros travail à poursuivre pour informer l'usager sur son droit à rédiger ses directives anticipées. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces rapports. Oui, merci beaucoup Raymonde. Donc vraiment des éléments extrêmement intéressants et riches de compréhension. Alors bien évidemment, hein, c'est pas une enquête exhaustive, c'était vraiment une enquête flash que nous avions menée, mais qui vraiment dresse quand même quelques tendances et quelques points d'anicroche assez intéressantes qui vont permettre un peu de rebondir sur les interventions suivantes où il y a quand même, bon bien sûr, cette difficulté. Enfin, quand on voit 70% professionnels qui ne sont pas à l'aise pour parler de cette question, on voit bien qu'il y a quand même encore ce travail d'acculturation qui est à faire, une alliance qui pourrait être faite au niveau des représentants des usagers, où on voit que la collaboration, la coopération par rapport à l'efficience ou l'efficacité ou la mise en application de ce droit est encore pas tout à fait, là encore, bien intégrée dans une dynamique de collaboration. Donc du coup, ça me permet de rebondir et d'interroger nos invités sur ce moment particulier de justement la peur d'en parler ou comment développer une culture. Et du coup, donc Émilie Charmillon donc et Laurence de Perle côté cas palliatif. Voilà, comment ça peut s'organiser? Donc, merci de nous avoir invités. Donc, nous nous présentons, Émilie Charmillon et moi, Laurence de Perlongue. Donc, nous représentons CAP Palliatif, qui est la cellule d'animation régionale des soins palliatifs et d'accompagnement de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'objectif de cette cellule, c'est de promouvoir les soins palliatifs et l'accompagnement sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a été créé par l'ARS. Donc, en effet, dans nos missions, nous devons en effet promouvoir, entre autres, les directives anticipées, en sachant que les soins palliatifs, que les directives anticipées, ce n'est pas que les soins palliatifs. Donc, ça fait partie de nos outils. Pour nous, avant tout, les directives anticipées sont une façon d'aborder la fin de vie auprès des personnes, enfin des professionnels de santé, évidemment, du grand public et des bénévoles d'accompagnement aussi. Donc, nous sommes un relais avant tout. Donc, quand on nous demande comment on fait pour faire connaître les directives anticipées, on va déjà se servir de ce qui existe au niveau national, donc qui sont plus ou moins bien faits, comme vous le dites, hein, mais vous avez des documents qui existent au niveau de la HAS, vous avez des choses qui sont sur le ministère de la Santé. Donc, on va faire le relais de ces liens qui existent. Donc, nous avons un site internet sur lequel vous allez trouver beaucoup de choses concernant les directives anticipées. Donc, ce site, il est fait au niveau régional, mais évidemment, tout le monde peut y avoir accès. Et ensuite, nous allons intervenir sur le territoire via des conférences que l'on va co-organiser avec des associations ou des structures pour pouvoir aborder ce thème. Voilà, en gros, ça fait partie, entre autres, de nos missions, mais pas que, puisque nous, c'est les soins palliatifs, voilà. Après, on n'est pas organisme de formation nous-mêmes, mais en fait, on a une commission au sein de dans le fonctionnement de la cellule qui nous permet d'aider financièrement des projets. Donc, entre autres, depuis que la cellule a été créée, ça a permis de financer des conférences qui ont été menées
particulièrement par des associations de bénévoles d'accompagnement qui, du coup, abordent ce thème des directives anticipées. Et aussi, il y a eu une émission, par exemple, qui a été enregistrée par la radio du CHU de Bordeaux aussi, qui a traité de ce thème. Donc voilà, donc nous, on n'est pas initiateurs des projets. En tout cas, on soutient ces projets en région et soit par une part financière ou soit en étant dans la co-organisation de ces manifestations. Et comme le disait Laurence, on est beaucoup le relais en fait de ce qui se fait au niveau national, voilà, par notre site internet. Après, voilà, juste en tant que soignante, j'émettrai voilà, des petits points de vigilance par rapport à ces directives anticipées. C'est un très bon outil en tant que soignant et on est content quand les patients ont pu les rédiger parce que c'est vraiment d'une grande aide dans les décisions qui sont parfois complexes à prendre dans l'accompagnement des patients en situation palliative. Je parlerai juste en mon nom en tant qu'infirmière en soins palliatifs. C'est très compliqué de l'aborder avec les patients. C'est pas toujours possible parce qu'il y a quand même une certaine temporalité à respecter. Le patient avec sa maladie, il réagit voilà parfois au jour le jour. Et les directives anticipées, malheureusement, elles renvoient quand même à la mort et ce qui peut se passer dans la fin de vie. Eh ben, c'est pas toujours facile de pouvoir l'aborder. Donc, c'est un très bon outil et voilà, il faut continuer à en parler, continuer à former, que ce soit les soignants et les médecins aussi. Parce que ça peut être compliqué aussi pour les soignants eux-mêmes d'aborder ce thème-là avec les patients. Vous le disiez d'ailleurs dans l'enquête que vous avez réalisée là précédemment. Voilà, parce qu'il y a forcément une part qui fait appel à notre ressenti, à nous, et d'aborder la mort, et ben c'est pas facile. Donc voilà, donc c'est un très bon outil. Il faut continuer à le diffuser, mais voilà, juste ce point de vigilance que j'ai mis moi personnellement en disant attention, on peut pas attendre que tout le monde rédige ses directives anticipées, voilà, parce que chacun fait avec ce qu'il est et comment il avance avec la maladie. Et je reviens aussi sur la personne de confiance en disant, effectivement, encore, il y a beaucoup de confusion entre la personne à prévenir et la personne de confiance. Vous avez parlé du personnel hospitalier, mais c'est aussi le cas dans les EHPAD où il y a des personnes qui s'autoproclament personne de confiance. Alors finalement, ça peut être l'enfant à prévenir en cas de problème de santé de la personne âgée qui rentre en institution. Et voilà, et on fait pas toujours la bonne distinction, et même parfois par les soignants. Donc du coup, effectivement, il y a encore des choses à faire au niveau de la personne de confiance aussi. Et encore, je reviens une fois sur la formation des professionnels de santé à ces outils. Et les campagnes qui ont été faites par le centre, justement, il y a quelque temps, sur la fin de vie, avec les droits des personnes en fin de vie, ce sont des campagnes nationales, donc forcément, nous, on rebondit dessus, si vous voulez, mais elles sont très bien faites. Donc, si vous voulez refaire ce qui se fait au niveau national, vraiment, il faut avoir des moyens financiers que nous n'avons pas, il faut le dire aussi. Donc, c'est vrai qu'on relaie, dès qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau national, nous, on va le relayer, profiter pour initier, s'il faut, des conférences sur cette communication nationale. Merci à vous deux. Il y a une initiative intéressante qui a été menée au CHU de Poitiers avec la création de ce CIRDA, il n'y a pas très longtemps justement, qui est la cellule d'information et de recueil des directives anticipées et qui peut justement peut-être un peu faire le pont avec tout ce qu'on a dit, à la fois donc ce travail, le fait que ce soit un formidable outil, comme l'a dit Émilie Charmillon, disant que bon, ça pouvait quand même être un levier, un outil de médiation, de communication, d'information, de discussion entre un patient et justement les professionnels de santé, une aide, pourquoi pas aussi au niveau des professionnels de santé, justement pour essayer de démystifier et je dirais de travailler sur un peu ces craintes, d'en parler. Comment vous voyez les choses, Estelle, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette cellule? Oui, alors tout à fait. Donc, je voulais un peu revenir en fait sur l'historique de cette cellule et comment en fait elle a été créée. En fait, c'est un travail du service juridique du CHU de Poitiers qui s'est penché sur les directives anticipées depuis pas mal d'années et qui s'est rendu compte que c'était pas du tout pris en compte. La personne de confiance, comme on vient de le dire, c'était surtout la personne référente à prévenir, mais sans plus. Donc, ils ont fait tout un travail, qu'ils ont en fait mené un projet au niveau national qui a été retoqué
mais qui a été pris en compte par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui a dit, écoutez, nous, ça nous intéresse, donc on va essayer de financer ça. Donc j'ai le financement de la cellule, en fait, c'est un financement ARS couplé avec le CHU de Poitiers. Donc j'ai été recrutée sur ce poste-là, donc je suis Estelle Agneau, je suis infirmière à 100% sur la cellule. Donc pour le petit historique, moi, mon parcours, en fait, c'est que j'ai fait 10 ans de cancérologie, 5 ans de soins palliatifs et 2 ans de EHPAD du CLD. Et je suis sur cette cellule avec un 20% médical, avec le docteur Montaz, qui est en fait responsable de l'unité de soins palliatifs au CHU de Poitiers, en fait, qui est avec moi pour essayer d'élaborer le projet. Donc, dans un premier temps, vous voyez, la cellule, en fait, n'est pas très vieille. Il y a déjà un travail fou qui nous attend. Déjà, on a commencé par tout ce qui est l'institution de Poitiers, pour tout ce qui est formation, institut de formation, formation du personnel. Et là, c'est comme vous dites, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail encore. Des fois, on voit que les soignants, ils ont beaucoup de réticence, en fait, à aborder les directives anticipées. De peur, comme ils disent, en consultation, on ne peut pas donner ça, ça va dire qu'il n'y a pas de chance, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de travail d'écoute avec eux, de petites méthodes à approcher, tout ça, en fait, à reprendre vraiment ce que sont les directives anticipées, ce qu'est la personne de confiance, etc. Donc là, je dirais, il y a des formations qui sont proposées au niveau du CHU, au niveau des instituts, mais surtout, mon travail se fait aussi avec les associations, donc les associations d'usagers, qui en fait sont aussi des associations d'aide aux aidants, en fait, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Cordage, IFCP, la Croix-Rouge, etc., qui va venir derrière, où je propose aussi des formations pour aussi dire ce que sont les directives anticipées, en quoi peuvent aider la personne de confiance. J'ai pris mon parti, en fait, d'inclure la personne de confiance directement avec les directives anticipées, en fait. Dans un premier temps, il y a tout ça. Après, c'est les EHPAD que je vais aussi approcher. Toutes les EHPAD, en fait, proposer des formations, etc. Donc, voilà, ça me laisse quand même pas mal de travail. Et par le parallèle et par le biais, en fait, de la communication du CHU de Poitiers, on a eu pas mal de petites publications qui ont énormément fait réagir le public, en fait, d'usagers. Et donc, du coup, je tiens une petite permanence le mercredi matin à l'espace usager Jean-Bernard. En fait, c'est un petit endroit, en fait, où le mercredi matin, je suis en présentiel. Et l'article, pour vous dire, il a été paru mardi. Je n'ai que des appels depuis pour prendre rendez-vous, pour faire les directives. Les gens sont énormément demandeurs, surtout pour avoir, en fait, des renseignements. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ils en ont entendu parler, mais sans plus de précision. Et en fait, ils sont beaucoup en recherche de précision, de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc voilà, depuis 2 jours, je réponds aux messages et des boîtes mail. Mais tant mieux, tant mieux. Donc, petit à petit, la parole est en train de partir. Donc, vous voyez, la CIRDA, pour l'instant, on se cantonne à Poitiers, Grand Poitiers. Pour l'instant, pour essayer, en fait, d'asseoir pour petit à petit grandir comme ça, pour pas d'un seul coup partir dans tous les sens, ce qui pourrait être, en fait, nuisible aussi à notre voix, à notre portée, en fait. On va aussi toucher tout ce qui est médecin généraliste. On a vu le Conseil de l'Ordre qui nous, en fait, on va mettre en place en fin d'année un grand colloque de médecins généralistes pour les informer, les réinformer, remarquer le point dessus. Pareil avec les IDEL, donc les infirmières libérales. Normalement, ce qui est prévu au milieu de l'année prochaine, à l'espace Mendes France pour toutes les personnes, en fait, usagées, les personnes extérieures, faire une soirée directive anticipée. Et là, je suis en train de monter avec Villa Santé. Alors, Villa Santé, c'est un pavillon un petit peu particulier au niveau du CHU. C'est un pavillon qui est très ouvert sur l'extérieur. Ça fait en fait une petite maison où on peut recueillir des gens pour faire des petits ateliers, etc. Et donc là, je suis en train de mettre en place avec eux la mise en place de petits ateliers pour les usagers. Donc, on va proposer ça à partir de septembre, mi-septembre, où les usagers, en fait, m'appelleront, s'inscriront sur des ateliers. Donc, après, voilà, il faut aussi que je me forme. Je ne suis pas formée à la base, donc voilà. Et puis, donc, ce sera pour les usagers, mais aussi pour les professionnels extérieurs ou professionnels, par exemple, de la DMR ou etc., qui veulent un peu plus piquer sur le truc, un peu plus vraiment approfondir, en fait, le sujet. Je proposerai aussi des ateliers spéciaux professionnels aidants, entre guillemets. Donc, voilà un petit peu tous nos projets. Pas mal de choses à faire, mais voilà. Je vous rejoins aussi sur l'idée que les soignants, c'est les premiers qui ont peur des directives anticipées. Et franchement, j'étais surprise, je ne pensais pas en fait à
ce niveau-là. Donc, bon, déjà, j'agis déjà avec les élèves. Donc, déjà, d'instiller un petit peu déjà au niveau des étudiants, c'est déjà pas mal. Pour après aussi qu'ils diffusent. Et l'avantage de l'institution de Poitiers, en fait, des instituts de Poitiers, c'est qu'ils diffusent en fait partout sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme là, il y a l'école des cadres. L'école des cadres, il y avait des étudiants un peu de partout. Les ambulanciers, ça venait des Deux-Sèvres, ça venait de La Rochelle. Donc, ça me permet aussi de toucher un plus grand public, en fait, si je puis dire, qui peuvent être aussi parole de relais, en fait. Bah merci Estelle de ce partage d'expérience d'une cellule, enfin d'une cellule, oui, qui vient de se créer, qui peut-être fera des émules dans d'autres lieux de Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs, hein, de France et de Navarre pour ce projet. Et du coup, bah, peut-être qu'on peut passer si vous en êtes d'accord, donc aux questions dans le chat par rapport aux commentaires, aux questions qui ont pu être posées. Agathe, peux-tu nous faire un petit melting pot des questions qui ont été posées ou des commentaires? Qui a répondu dans les établissements de santé? Donc ça, je pense que c'est par rapport à le directeur, un médecin, une IDE, une AS. Raymond, peux-tu préciser concernant l'enquête? Oui, je disais que je ne peux pas trop préciser qui a répondu, mais j'ai eu des contacts avec un établissement qui voulait des informations et je lui ai demandé comment est-ce qu'il faisait pour répondre à notre questionnaire. Et donc, ils avaient d'abord lu les questions et après, ils renvoyaient ce questionnaire dans les services concernés. Donc, dans ce service-là, je ne peux pas dire qui a répondu. Alors, dans les textes initiaux à la création des unités, des UPS, c'est plutôt des USP, me semble-t-il, non? Unités de soins palliatifs. Il était prévu que les équipes, auprès des autres équipes, des autres services qui ont aussi des patients en fin de vie. C'est avant tout une question de moyens, je pense. C'est-à-dire que, alors encore plus aujourd'hui après la crise sanitaire, vous voyez bien que tout le monde est en grande difficulté par rapport au personnel soignant. Les soins palliatifs sont pas épargnés et du coup en Nouvelle-Aquitaine c'est un petit peu compliqué. On a déjà des équipes où on manque de médecins, on manque d'infirmières. Je parle là pour les soins palliatifs. Donc du coup effectivement la formation fait partie des missions du personnel formé aux soins palliatifs, que ce soit les équipes mobiles, entre autres. Sauf que voilà, la réalité du terrain est là et les soignants sont déjà en sous-effectif, ils ont déjà énormément de travail et on espère que le nouveau plan, normalement, devrait attribuer encore des enveloppes supplémentaires pour étoffer les équipes mobiles de soins palliatifs. Et je pense que tout le monde a la volonté, en fait, de formation et normalement, on a aussi un rôle de recherche. Mais actuellement, c'est compliqué et les équipes sont surtout centrées sur la clinique. Mais effectivement, c'est aussi le rôle des équipes mobiles de former les collègues qui ne sont pas formés. Bravo Estelle Amiot, belle initiative et beau projet à mettre en place ailleurs. Donc je pense que vous l'avez compris, ça séduit et c'est tout à fait normal et on le voit au regard. Il y a d'autres... Il y a des initiatives un petit peu locales qui sont faites aussi, donc c'est très bien, ça se développe. Il y a quelques médecins formés aux soins palliatifs, que ce soit des médecins d'équipe mobile ou d'unités de soins palliatifs, qui font des consultations de directives anticipées. Donc c'est amené à se développer, c'est pas quelque chose de pérenne encore. Et puis comme je reviens encore tout à l'heure, je reviens sur mon idée que tout le monde ne s'en saisit pas. Donc voilà, les médecins sont ouverts à recevoir des patients en consultation, mais tous les patients ne s'en saisissent pas forcément. Donc je pense que ça va être amené à se développer. Ce qui est intéressant dans votre cellule, je pense que c'est aussi cette idée de formation auprès voilà des professionnels, même en formation, des IFSI par exemple. Et je pense que voilà ce travail-là, il est plutôt intéressant et qui n'est pas forcément fait encore. En tout cas, des consultations directives anticipées, alors ça se nomme pas forcément de cette manière, mais ça existe en tout cas au niveau local. Merci. Une autre question? En tant que RU à la CDU de l'hôpital de Pau, je vais m'inquiéter afin de savoir de quelle façon sont gérées les directives anticipées ainsi que la personne de confiance.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus? Je vois Monsieur Brossard qui hoche de la tête, qui acquiesce. Quand les rues se saisissent de la problématique des directives anticipées, c'est très bien. Donc, je plus sois. Oui, on le voit hein, dans l'observatoire que nous avons pu mener aussi. On voit bien hein, qu'aujourd'hui, donc la demande est aussi forte du côté des représentants des usagers et que pour autant, effectivement, il n'y a pas forcément là aussi coopération, collaboration potentielle dans les groupes de travail. Pour aborder justement la troisième partie de ce webinaire, autour justement des pistes d'action ou tout au moins d'essayer de faire un peu le point sur un plaidoyer peut-être autour des directives anticipées pour ce travail d'accompagnement, de démystification pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une acculturation du côté des usagers comme des professionnels de santé pour amener un peu plus de volonté et d'inscription de ce droit fondamental. Et pour cela, donc, on a le plaisir d'avoir à ce webinaire en tour d'écran deux invités qui vont être qui sont aussi un peu nos grands témoins. Donc, ça sera intéressant d'avoir aussi votre point de vue sur ce qui a été dit, ce qui a été présenté sur les retours d'enquête, sur les retours d'expérience comme sur les micro-trottoirs, avec Giovanna Marsico, qui est directrice du Centre national de la fin de vie, et le docteur Ségolène Perrucchio, qui est vice-présidente à la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc, merci à vous deux de se joindre à ce webinaire. Et donc, je vais laisser la parole un peu à Giovanna, déjà en première intention. Donc, Giovanna, par rapport à tout ce qui a été dit, a peut-être un peu un retour et de voir un peu par rapport à la question de la fin de vie, comment on peut l'inscrire effectivement dans le débat public, oui, mais comment et quelles sont un petit peu les grandes orientations, les grands chantiers qui sont proposés sur cette question, sur ces questions, par le Centre national de fin de vie. Alors, déjà, un grand merci de m'avoir invité à ce webinaire. Peut-être un mot juste pour présenter le centre, hein, parce que le centre, il vit depuis 2016, mais il a souffert dans le passé d'un petit manque de connaissances auprès du grand public, auprès des professionnels. Donc, le centre a été effectivement créé en 2016 avec la vocation de renforcer l'information et la communication auprès des citoyens sur les dispositifs de loi, et puis également pour contribuer à la recherche et pour contribuer à la saisie des données concernant la fin de vie. À partir du mois de janvier 2022, le centre a été renouvelé par décret ministériel et ces missions ont été légèrement modifiées. Donc, on a abandonné le volet recherche au profit de la plateforme nationale sur la recherche autour de la fin de vie et des soins palliatifs. Et on a en revanche repris un volet, une mission qui est particulièrement pertinente par rapport à l'objet de cette troisième partie de la table ronde, qui est celui de l'accompagnement au débat public. C'est-à-dire que le centre est désormais devenu un centre de dialogue, un espace de débat. Il doit contribuer à l'animation du débat sociétal et éthique et à la réflexion sur l'intégration des soins palliatifs dans le parcours de santé, l'intégration dès la fin de vie dans le parcours de vie. Et le centre est une structure sous l'autorité du ministre, donc avec un financement public. Et donc, son ADN est de pouvoir fournir des expertises, des produits documentaires, des éléments d'information qui soient neutres, fiables, accessibles et qui soient évidemment, quand je dis neutre, dans une position de socle scientifique sans aucune interprétation individuelle ou de tendance. Voilà. Donc, le centre aujourd'hui
dans son rôle par rapport à ce qui a été dit auparavant, hein, dans son rôle d'information autour des dispositifs, a ouvert les partenariats avec l'environnement de la fin de vie. Il a été assez restreint dans ses fonctionnements précédents. Aujourd'hui, le centre, grâce à ce nouveau décret, a ouvert sa gouvernance, notamment aux représentants d'usagers, de façon beaucoup plus importante de ce qui était auparavant. Donc, l'instance de gouvernance est composée de représentants de professionnels, de toutes les sociétés savantes concernées par la fin de vie, donc y compris les sociétés savantes concernées par les pathologies qui sont les plus impactées par un risque de décès précoce ou de rentrée en soins palliatifs. Et puis, il a également ouvert sa gouvernance à 8 associations, entre associations représentants d'usagers, associations de bénévoles, associations d'aidants et associations issues de la précarité. Je le dis parce que concernant l'ouverture au débat public, c'est très important de savoir qu'il y a déjà au sein de la gouvernance de ce centre public, il y a une agora de différentes parties prenantes qui travaillent, qui sont impliquées, qui sont impactées par les questions relatives à la fin de vie. Donc, les associations présentes sont également dans la gouvernance. L'ASFAP est dans la gouvernance, ADMD est dans la gouvernance. Les institutions qui promeuvent les cellules régionales, donc les ARS, à travers la DGES, sont dans notre gouvernance. Voilà, c'est vraiment un carrefour de toutes les parties prenantes qui travaillent sur la fin de vie et qui donc permet d'identifier les pistes les plus adaptées pour avancer dans les questions relatives à la fin de vie. Sur la partie plus proprement du débat public, le centre, dans le passé, avait déjà travaillé sur des soirées débats en région autour de directives anticipées, autour de l'obstination déraisonnable, et des publications ont été produites avec beaucoup de matière sur ce que les citoyens, on était sur, à chaque édition, il y a eu plus de 2000 participants à ces débats en région, et avec donc une publication de livrets qui synthétise et qui montre toutes les questions que les citoyens peuvent se poser. Et évidemment, les échanges précédents confirment la correspondance entre les sujets qui ont été portés et celles que le centre a identifiées par ces organisations des débats publics, c'est-à-dire l'attachement à l'évolution législative qui a permis de rendre, par exemple, opposables, même dans les limites qu'on a entendues, mais de rendre opposables les directives anticipées. J'ai parlé de limites, M. Brossard. Également, donc l'attachement à ces dispositifs, au dispositif de la personne de confiance, au dispositif également, les autres dispositifs, hein, le refus de soins, la sédation profonde et continue, jusqu'au décès, mais aussi la difficulté de ces dispositifs de se décliner et de se mettre en œuvre correctement sur le terrain. Et en ce qui concerne les directives anticipées, on a identifié plusieurs barrages, hein, plusieurs obstacles qui sont déjà l'obstacle sémantique. C'est extrêmement difficile pour un citoyen de comprendre ce que c'est une directive anticipée, plutôt que de dire l'expression de vos préférences, l'expression de vos préférences vis-à-vis de votre fin de vie. Et puis, le fait que c'est compliqué de parler de son propre décès, déjà en projection absolue, et également, dès lors qu'on se trouve à faire face à une expérience de fin de vie. Et là aussi,
je reprends ce qu'elle a dit Catherine tout à l'heure, hein, c'est la fin de vie, à propos de l'anticipation. Au centre, nous sommes très, très attachés à ce qu'on ne traduise pas la fin de vie comme les derniers jours. La fin de vie est vraiment une période qui est bien plus importante que celle des tout derniers jours, parce que c'est en amont de ces derniers jours qui se établissent les objectifs communs, par exemple, entre la personne et l'équipe qui la suit, aussi les capacités de la personne concernée de faire, disons, de l'ordre en prévision de la fin de sa vie, de régler ces questions avec les proches, avec la société. Voilà, la fin de vie pour nous est vraiment beaucoup plus en amont de ce que c'est vraiment ces quelques derniers jours qui ont été évoqués dans les échanges précédents. Et on trouve aussi très, très intéressant que cette place de l'expression des volontés des personnes, et des préférences donc des personnes, soit inscrite de façon évidemment institutionnelle, mais aussi technique. Là, on a évoqué mon espace santé, le fait que l'exercice de l'expression des directives anticipées et de la désignation de la personne de confiance dans mon espace santé est une démonstration du fait que l'État souhaite faciliter l'exercice des dispositifs de loi, avec toutes les limites qu'on peut connaître, mais justement, c'est à tous nous, acteurs qui sont présents à ce webinaire, d'alimenter ces travaux et de faire part des besoins sur le terrain pour pouvoir accompagner, faciliter le travail de l'État dans la réglementation et dans la prise en soin d'une fin de vie la plus adaptée possible aux souhaits des personnes. Je m'arrête parce que sinon je ne laisse pas la place à Ségolène et puis je peux revenir sur d'autres sujets. Oui, on reviendra. Donc, merci en tout cas, Giovanna, pour cette présentation un peu à revenir aussi sur cette évolution de la gouvernance qui montre aussi qu'il y a cet exercice démocratique qui se met en place au sein même du Centre national de fin de vie. Et donc, du côté de la SFAP, du coup, Ségolène Perrucchio, docteur Ségolène Perrucchio, comment effectivement donc cette question de fin de vie s'insère, et notamment aussi des directives anticipées, s'insère dans l'ADN de la SFAP? Merci à tous, merci Giovanna de me laisser la parole, même si tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles évidemment j'adhère, et vous avez tous dit beaucoup de choses que je vais un petit peu redire, c'est très riche de voir qu'on va tous dans le même sens et c'est super. Pareil, je reviens un tout petit peu pour vous présenter la SFAP, SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, dont je suis une des vice-présidentes. La SFAP, c'est une association créée en 1990, reconnue d'utilité publique. C'est une société savante, en fait. C'est la société savante du monde des soins palliatifs. En France, on fédère 10 000 soignants environ, 6 000 bénévoles d'accompagnement via 350 associations qui sont adhérentes chez nous. Et on a la particularité d'être une société savante pluriprofessionnelle, et ça c'est assez rare dans le monde du soin, c'est-à-dire qu'on a médecins, infirmiers, aides-soignants, autres professions paramédicales, philosophes, juristes, bénévoles, représentants des usagers, enfin voilà, on essaye d'être assez pluridisciplinaire et on a aussi cette particularité d'être à la fois une société savante et dont nos missions sont le développement, la transmission des savoirs en matière de soins palliatifs et de médecine palliative. Mais on est aussi une société militante dans le sens où on milite pour le développement des soins palliatifs. Et ça, c'est vraiment notre ADN aussi depuis 30 ans.
Et donc, mobiliser les acteurs de soins, promouvoir l'accès aux soins. Notre leitmotiv, c'est les soins palliatifs partout, pour tous et partout, et pour diffuser au grand public et à l'ensemble, aux soignants évidemment, aux personnes malades et au grand public, la culture palliative. Donc, évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, la question de la parole, la question de l'écoute, parce que pour moi, les directives anticipées, c'est ça. Elle est fondamentale pour nous. Alors, je vais évidemment redire des choses qui ont déjà été dites, vous m'excusez, mais je la redirai peut-être avec mes mots, et puis parce que parfois, quand le message est important, il faut le dire plusieurs fois. Parler de la mort, c'est compliqué. Penser la mort, c'est très compliqué. Et penser sa propre mort, c'est encore plus compliqué. Et pour autant, ça n'a jamais fait mourir personne que de parler de la mort, même de parler de la sienne. Personne n'est... Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est encore un tabou dans notre société actuelle, un tabou extrêmement important. Ça fait peur et d'une certaine manière, c'est normal. Et ça, on ne lèvera jamais ça. C'est normal que la mort fasse peur. On ne peut pas aborder le sujet des directives anticipées sans parler, me semble-t-il, de la problématique de l'information du patient aussi. Pourquoi une problématique ? Parce que ce n'est pas encore complètement réglé, tout ça. Ça avance, heureusement, ça avance. Encore complètement réglé. Et puis, il y a plein de freins. Vous allez parler de plein de freins. Et il y a plusieurs niveaux de freins, et c'est peut-être pas très toujours politiquement correct de dire ça, mais qu'est-ce qui freine pour que le patient soit vraiment informé ? Parce que pour pouvoir faire des directives anticipées, il faut être informé. Et il y a d'abord les patients qui parfois ne veulent pas entendre. Et ouais, parce que c'est très compliqué d'entendre des diagnostics difficiles et certains patients font bien comprendre qu'ils ne souhaitent pas l'entendre. Il y a parfois, et on l'a déjà dit, et je le redis, la médecine qui ne veut pas dire. Oui, c'est sûr, c'est encore compliqué ou c'est compliqué, ou c'est encore, je ne sais pas, pour les soignants, pour les médecins. Oui, ils sont mal à l'aise de parler de la maladie grave, de parler de la mort, d'avouer une forme d'impuissance, puisque un soignant, en général, je mets les soins palliatifs évidemment un peu de côté, mais en général, un soignant, il est rentré dans sa profession pour guérir quand même beaucoup. Et quand on ne guérit pas, ça met un petit peu mal à l'aise. Les soignants sont aussi des êtres humains. Désolée. Et puis, il y a parfois le frein de la famille aussi. C'est encore très fréquent, la famille, l'entourage qui ne veut pas qu'on lui dise « je ne me sens pas bien, je sens que je vais mourir, mais non, mange ton beefsteak, ça ira bien ». Voilà, tout ça, ce sont des réalités. Ce ne sont évidemment pas des jugements. On est tous des malades potentiels, on est tous des familles potentielles et on est nombreux à être des soignants aussi, donc on essaye de conjuguer tout ça. Et voilà, tout ça, c'est pour moi, bien au-delà des directives anticipées, c'est que ce que ça m'évoque et ce que la SFAP a envie de porter et ce que la SFAP porte et que le monde des soins palliatifs porte, c'est l'importance de la relation soignant-soigné et des proches aussi, que j'inclus aussi dans ça, et l'importance de l'écoute. Ça, c'est quelque chose qu'on a à travailler, nous, du côté soignant. Il faut écouter les patients, écouter leur famille, mais écouter les patients avant tout. Voilà. La mort n'est pas qu'une question de soignant. Ça, c'est aussi... voilà, moi, je suis soignante. Alors, évidemment, je vais vous parler beaucoup de soignants parce que voilà, je suis soignante, je suis issue d'une société savante qui n'est pas que des soignants, mais beaucoup de soignants. Mais la mort, c'est pas une question de soignants. La mort, c'est une question de société. Et comme ça sera fait, il y a beaucoup de choses qui pourront avancer pour tout le monde, au bénéfice de tout le monde, de nos patients de maintenant et de tous les futurs patients que nous sommes, parce que je suis désolée de vous le dire, nous allons tous mourir. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça pour bien plus généralement que les directives anticipées, que la SFAP a récemment fait une campagne d'affichage et fait actuellement une campagne sur les réseaux sociaux une campagne de com grand public. Alors, j'avais envoyé des visuels, je vois qu'ils ne sont pas là, donc c'est pas très grave. Vous pourrez les chercher si vous voulez sur osonsvivre.fr. Mais l'idée, c'est des visuels
dont on a choisi qu'il dérange un peu, une des phrases, et on va tous y passer un jour autant que ça se passe dans des bonnes conditions. Et alors, si vous voulez, on vous envoie les photos d'un abribus avec marqué ça. Ça dérange un petit peu, mais parce qu'il faut déranger. Hein. Les gens, ils n'ont pas envie de penser et de parler de leur mort. Donc, pour les faire réagir, on a choisi de faire remuer un petit peu. Voilà, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on pense qu'il y a vraiment un déficit de connaissances et des dispositifs, de ce que les soins palliatifs peuvent apporter, de ce qu'on est capable de faire en France, parce qu'on sait très bien accompagner les gens en fin de vie, pour peu qu'on en ait les moyens, ça c'est une certitude. Donc voilà. Ça, c'était un grand préambule, et puis je vais faire mais rassurez-vous, pour laisser aussi la parole, un plus petit focus sur les directives anticipées, parce que c'est quand même le sujet du jour. Pour tout de suite, on va dire, en changer. Les directives anticipées, c'est un très beau principe, hein, c'est évident, c'est ce principe que l'on essaye, nous, je pense, acteurs de soins palliatifs, on n'est pas parfait, mais on essaye quand même de marteler ça au sein de nos institutions, auprès de nos autres collègues soignants. Il faut écouter le patient, ça paraît idiot, mais c'est une réalité et qui est pas aussi évidente qu'elle peut paraître. Mais la réalité des directives anticipées, vous l'avez déjà évoqué, hein, je sais que c'est quand même un dispositif qui est très peu utilisé à l'heure actuelle, parce qu'il y a des limites très clairement à ces directives anticipées telles qu'elles sont pensées à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'elles sont imprévisibles dans le sens, est-ce qu'il est possible de prévoir la suite? En tout cas, quand on est en bonne santé, c'est compliqué. Quand on est atteint d'une maladie précise, c'est un petit peu plus simple, parce qu'on peut imaginer ce qui va nous arriver. Est-ce que c'est inadapté? Parfois c'est inadapté? Nous, on voit assez peu de gens arriver dans les services avec des directives anticipées. Et souvent, ça, ce qui est sûr, c'est quand ils en ont, elles sont pour le coup très inadaptées. C'est-à-dire qu'elles nous demandent soit de mettre un terme à leur vie, ce que nous n'avons pas le droit de faire, soit de ne pas s'acharner, ce que nous n'avons pas le droit de faire non plus. Donc, on va dire que pour nous soignants, elles sont souvent pas aidantes. C'est important évidemment, on les prend en compte, mais souvent, elles se bornent à dire ce que la loi nous dit déjà. Donc, c'est vraiment un outil qui est difficile à maîtriser. Et moi, je ferai pas ici un plaidoyer pour les directives anticipées, mais je ferai un plaidoyer, et la SFAP fait plus un plaidoyer pour l'Advanced Care Planning. Alors, excusez-moi cet anglicisme. L'Advanced Care Planning, c'est la planification anticipée des soins. Et en fait, ça, vous allez voir que ça recoupe, c'est pas du tout en opposition à tout ce qui a été dit, au contraire, ça recoupe toutes les initiatives dont vous avez parlé. C'est que les directives anticipées, ça n'est pas qu'un papier qu'on rédige. Il faut prendre du temps pour les rédiger, il faut accompagner la personne, c'est tout un processus. Et l'Advanced Care Planning, c'est la manière de dire directive anticipée, mais en l'incluant dans un processus. C'est un processus, évidemment, dont le patient est au centre et qui peut inclure ses proches et les acteurs de soins si le patient le souhaite. Alors, quels que soient les acteurs, ça peut être le médecin, l'infirmier, ça peut être l'assistante sociale, ça peut être, voilà. Et puis, l'Advanced Care Planning, ça existe dans d'autres pays, c'est pas formalisé encore en France, mais c'est en fonction des pays, c'est formalisé de manière un peu différente, en fonction des structures. Mais l'idée, c'est d'aider le patient à réfléchir, évidemment, à son orientation, et c'est là que c'est en lien, c'est les directives anticipées, hein, c'est la même chose, mais c'est le côté processus, à l'orientation qu'il veut donner pour ses soins, ce que lui, il souhaite, en fonction de ses valeurs, de ses préférences à lui. Et donc, ce sont à la fois les grandes orientations, mais ça peut aussi être des choses concrètes. Ça peut aussi être, dans mes derniers jours, je voudrais avoir plein de fleurs dans ma chambre, ou au contraire, surtout, soyez sympa, ne mettez pas de musique, je déteste la musique, ou ma cousine machin, je veux pas la voir, elle m'emmerde, elle m'a toujours été désagréable. Ça peut être aussi, des choses pratiques. Ça aussi concrètement qu'autre chose. Je vais redire l'Advanced Care Planning, faire un planification des discussions, c'est donc toute une série de discussions, formalisées ou pas formalisées. Souvent, ce qui est proposé quand les endroits l'ont formalisé, c'est qu'il y a un référent, et ce référent, il va un petit peu, qui n'est pas le patient, qui est en lien direct avec le patient, c'est le patient le premier référent, bien évidemment, mais qui est en lien avec le patient, et qui peut être l'interlocuteur privilégié. Mais tout le monde est inclus, et ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui dit moi, il m'a dit, ou elle m'a dit qu'elle souhaitait ça, ou qu'elle ne souhaitait pas ça, transmettre ça au référent pour peut-être qu'il revienne vers le patient pour en reparler. Ça prend du temps.
Vous l'avez déjà dit, ça prend du temps, l'Advanced Care Planning, ça prend du temps de rédiger des directives anticipées et de tout ce processus. Donc, il faut le commencer tôt. Là, je ne peux que rejoindre sur le fait que la fin de vie, on est tous en fin de vie quelque part, plus ou moins loin, mais on est tous en fin de vie. En tout cas, on y va tous et on peut tous commencer à penser à ça. Il faut y commencer à penser tôt parce qu'en plus, ça, croyez mon expérience et notre expérience de soignants qui sommes au quotidien auprès des patients qui sont en train de mourir, plus on s'approche de la mort, plus c'est dur d'en parler. C'est déjà dur quand on est en bonne santé, et alors quand on est en train de mourir, c'est encore plus difficile. Donc voilà, nous on fait un plaidoyer pour l'Advanced Care Planning formalisé, qui nécessite que les soignants y soient formés, parce que écouter quelqu'un qui vous dit je vais mourir et pas lui dire mais non, t'inquiète pas, tout va aller, c'est pas facile. Et donc il faut être formé avec le patient au centre. Il faut évidemment après un dispositif de traçabilité de toutes ces discussions, de tous ces souhaits que le patient a émis et qui ont été recueillis. Il faut que ce soit accessible si le patient est d'accord, bien sûr, encore une fois. Et donc, selon les lieux, selon les pays, il y a différentes modalités qui soient faites. Donc, à la SFAP, c'est pour l'instant encore une notion qui est assez peu connue, mais à la SFAP, il y a un groupe de travail, et c'est là où on en vient à ce qui se passe. Il y a un groupe de travail qui existe sur l'Advanced Care Planning, pluridisciplinaire, avec des gens de différents lieux, qui travaillent dans différents types de structures, dans différents endroits en France. Et leur objectif, c'est de faire un petit tour de ce qui existe en France, déjà comme à l'étranger en matière d'Advanced Care Planning, faire un état des lieux des formations qui existent un petit peu en fonction sur ce sujet, un état des lieux des processus qui seraient déjà formalisés, et puis dans l'idéal de pouvoir émettre peut-être un guide là on n'y est pas du tout encore, j'en suis désolée, mais voilà, mais peut-être à l'avenir un guide pour aider les structures de soins, les équipes de soins palliatifs ou autres à accompagner leurs patients dans ce recueil un petit peu de leurs souhaits concernant leur vie et leur fin de vie en particulier. Merci. Ah ben voilà. Et effectivement, donc l'action de plaidoyer qui est celle de la SFAP, qui est effectivement intéressante, où on voit que inscrire ces questions aujourd'hui comme un fait de société, je pense que c'est peut-être effectivement la piste à faire en sorte. Du côté peut-être du Centre national, concernant les directives anticipées, il y a aussi un travail qui est fait spécifiquement, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir, en direction des professionnels aussi, en aide aux professionnels et au grand public, me semble-t-il, Giovanna aussi. Alors, tout à fait, Géraldine, merci de me redonner la parole. Il y a un point qui me semble important de souligner, comme dans tous les secteurs de la santé en France, également sur la fin de vie, il reste encore des inégalités profondes. On sait que voilà, la différence d'accès à l'information pour les personnes instruites, pour les personnes avec un niveau d'éducation important, n'est pas du tout le même que pour les personnes qui sont avec un niveau de littératie modeste, qui sont en situation de précarité, qui sont en situation de handicap, etc. C'est un point qui impacte très fortement l'accès à l'information et donc l'exercice des droits. C'est la même chose, exactement la même chose que pour l'accès à la santé. Si on n'a pas ce n'est pas en mesure d'accéder aux informations, on sera moins en mesure d'accéder à l'exercice, à exercer ses propres droits. Donc, le centre travaille actuellement à pouvoir renforcer cette proposition vis-à-vis des citoyens en prenant en compte leurs spécificités. Alors, évidemment, on vient de, comme tu l'as dit, on vient de publier des nouveaux contenus qui sont très accessibles, très, très élémentaires à destination du grand public et à destination des professionnels pour les accompagner, pour les aider à comprendre quels sont les enjeux derrière l'exercice de ces droits. Il ne suffit pas de dire « vous avez la possibilité d'écrire des directives anticipées ». C'est qu'est-ce que ça veut dire ?
écrire les directives anticipées, qu'est-ce que cela génère en termes d'impact? Quels peuvent être les freins à écrire ou à transmettre ces directives anticipées? Quelles sont justement les possibles oppositions à l'exercice de ces directives anticipées? Donc, ça, ce sont des éléments qui font partie de ces deux productions que nous venons de publier, qui sont sur le site La fin de vie, parlons-en, du centre. Mais en plus, on a on a voulu renforcer cette attention vis-à-vis des besoins spécifiques des personnes, et on va monter un groupe miroir au sein du centre, un groupe qui réunira des représentants de personnes concernées par des spécificités, donc personnes en situation de handicap, personnes issues de la précarité, personnes avec une allophone, etc., pour pouvoir nous aider à rendre nos productions et nos actions vraiment les plus possibles ciblées vis-à-vis des personnes qui ont des besoins spécifiques. Parce que nous partons de préalable que si on arrive à transmettre les éléments d'éducation, d'incapacitation à ceux qui sont les plus éloignés de ce sujet, on aura fait le job vis-à-vis de tout le monde. Vraiment, l'attention est d'aller vers les personnes qui sont les plus éloignées, les moins en capacité de recevoir l'information pour pouvoir les aider. Et si on arrive à produire des éléments pour ces personnes-là, on arrivera à appliquer les mêmes pour les personnes qui n'ont pas besoin de contenus spécifiques. Je pense notamment à des contenus en FALC, à des contenus en langue étrangère, et puis aussi, sans oublier, à des contenus papier ou téléphoniques, comme c'est le cas de notre plateforme d'orientation téléphonique, parce que je vous rappelle qu'en France, 18% de la population est en situation de fracture numérique, et que donc cette population-là n'a pas accès ni à Internet, ni aux réseaux sociaux, ni au podcast, ni aux webinaires qu'on peut faire, qui sont extrêmement utiles, mais qui ne couvrent pas tous les besoins. Donc voilà, c'est un petit point pour compléter, mais on estime vraiment que pour permettre l'exercice des droits, et donc des directives anticipées, de la personne de confiance, mais aussi de tous les autres droits, il faut vraiment être sûr que les tuyaux, que les moyens de transmission de la connaissance autour de ces droits puissent être adaptés aux destinataires. Merci Giovanna. Donc c'est vrai que c'était important de revenir aussi sur cette question de niveau d'information qui est aussi un peu dans les points importants, dans les chantiers par le centre national. Du coup, dans le timing et avant qu'on puisse faire le tour également des questions ou des commentaires dans le chat, parce qu'il y a des choses aussi intéressantes sur lesquelles, justement, ça faisait partie des questions que j'allais vous poser à vous deux, Ségolène et Giovanna, mais on va laisser peut-être la parole à Raymond et à Axel, puisque nous aussi, France Asso Santé, donc sur ces questions, en tout cas pour essayer de voir comment aujourd'hui basculer de tout ce qu'on a vu en termes de constat sur les questions des directives anticipées au regard notamment de ce qui est notre ADN et le lien d'animation de réseau et d'animation et notamment de la représentation des usagers à travers le rôle qui est le nôtre. Il y a eu aussi un groupe de travail qui a été fait, donc Axel et Raymond, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de l'avancée de ce groupe qui a été justement mené par France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine en lien avec les représentants des usagers sur ces questions difficiles des directives anticipées personnes de confiance? Pour rappel, où en effet, les représentants des usagers et bénévoles d'associations nous ont fait part de difficultés pour aborder la question des directives anticipées et de la fin de vie, notamment lors de leur permanence ou leurs interventions auprès des usagers. Et nous avons donc, avec Raymond de Mercier, mis en place un groupe de travail pour aider justement les bénévoles d'associations à appréhender les usagers qui se posent des questions sur cette thématique. Alors, pour le moment, on a réalisé 3 sessions. Donc, la première avait pour but de mettre en avant le motif de participation de chacun des bénévoles au GT. On avait également travaillé sur les freins à l'information sur les directives anticipées qu'ils peuvent ressentir en tant que bénévoles. Le deuxième groupe s'était porté sur les leviers permettant une meilleure information sur les directives anticipées.
Et la troisième session avait pour but de parler des ressources aidant à appréhender cette thématique. Donc la suite de ces groupes de travail aura pour but en fait de fournir et de finaliser le contenu d'une boîte à outils. Les éléments d'ailleurs qu'on a évoqués lors de ce webinaire vont d'ailleurs nous aider à alimenter cette fameuse base de données, notamment avec le replay que je travaillerai dans un second temps. Donc, en toute logique, je ne peux pas vous parler de ce qui va se passer dans les prochains groupes, mais par contre, je vous propose de vous développer un petit peu ce qu'on a déjà vu et de faire remonter en résumé les échanges que l'on a eus lors de ces premiers GT. Donc, avant de rentrer quand même dans le détail des échanges, je tiens à soulever ici et profiter de ce webinaire pour remercier les bénévoles qui participaient à ces groupes, parce qu'ils ont été vraiment très actifs et c'était toujours un plaisir de travailler avec eux et d'échanger ensemble. Donc, si je reprends au niveau, par exemple, des motifs de participation, donc j'ai pris quelques petites captures d'écran sur mon téléphone. Donc, je vais parler comme si c'était eux qui parlaient, ce qui ne sont pas présents avec nous aujourd'hui. Donc, je vais faire ça sous forme de citation. Alors, on avait une première personne qui nous disait « Ça m'a paru important d'en parler quand j'échangeais avec les usagers. Ce sont des choses qui ne sont souvent pas très bien connues. » On avait également une autre personne qui nous avait dit « J'ai besoin de réfléchir avec d'autres personnes. À l'écrit, ça va, mais dans une conversation, c'est tout autre chose. » Donc là, on note la difficulté de justement en parler de vive voix, que parfois à l'écrit, ça peut être peut-être plus simple de l'évoquer, mais que de vive voix face à un usager, c'est parfois compliqué. Il y a également une autre personne qui nous disait « Les gens font un amalgame entre personnes de confiance et directives anticipées. On ne sait pas trop qui fait quoi. » Et enfin, une autre personne nous disait « Même très jeune, nous pouvons écrire les directives anticipées. Écrire les directives anticipées ne signifie pas mourir. » Et c'est vrai que souvent, pour les usagers, ça peut être un thème trop souvent associé qui fait qu'il y a un tabou autour de cette thématique. Et enfin, la dernière remarque que je trouvais intéressante à soulever, avec mon parcours de santé, j'ai eu la possibilité d'y réfléchir, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu avec mon espace santé? Parce que là, on est bien entendu dans les actualités qui se passent en ce moment avec le déploiement de mon espace santé. Donc après, sur la deuxième thématique, pour revenir un petit peu sur les freins de ce que je peux vous dire, au niveau de l'origine de l'échange, dans un premier temps, donc l'usager vient s'informer sur une pathologie et pas sur une fin de vie. Donc ça, c'était un bénévole qui nous avait expliqué que c'était parfois compliqué d'aborder la thématique, quand les personnes ne viennent pas forcément en parler, mais que ça peut avoir un lien. On pense notamment des associations ou des représentants des usagers qui peuvent traiter parfois des réclamations très complexes, où il peut y avoir eu des cas de fin de vie, de directives anticipées, et c'est souvent compliqué d'amener le sujet pour en parler. Donc ça rejoint un peu la deuxième thématique que j'allais dire ici, la difficulté d'en parler, de trouver les bons mots, d'avoir également le vocabulaire. Donc la notion sur le vocabulaire, il y avait une remarque d'un bénévole d'association qui était très intéressant, qui expliquait qu'il pouvait avoir le vocabulaire, mais qui préférait d'abord bien comprendre lui-même les notions pour pouvoir après être pédagogique envers les usagers. Parce que c'est vrai que parfois, c'est une notion qui peut parfois être complexe pour certains bénévoles. Et donc, ils attendent à qu'on vulgarise un peu certains termes pour eux bien les comprendre, les assimiler et pouvoir ainsi en parler beaucoup plus facilement. Donc, on va passer ensuite sur les leviers permettant d'accéder à l'information. Donc là, on a eu des échanges sur le fait de comment en parler, c'est-à-dire juste dire que cela existe sans forcément les développer. Et notamment, par exemple, commencer à parler de la personne de confiance. Des bénévoles avaient remarqué qu'en commençant avec la personne de confiance qui est, on va dire, dans les mœurs des usagers moins associés à la fin de vie, ça permet peut-être après de dévier plus facilement sur les directives anticipées. Donc après, on est également revenu sur le quand en parler, à quel moment dans le parcours de soins, il est intéressant d'en parler, quand les rédiger également. Donc là, on a mis en valeur notamment le rôle que peut jouer la famille dans les directives anticipées, parce que souvent des bénévoles disaient qu'ils voyaient bien renvoyer les usagers vers leur famille pour en parler dans un contexte familial qui peut faciliter le dialogue. Et enfin, il y a également la notion du médecin traitant qui est rentré dans la boucle pour dire que ce serait intéressant peut-être que le médecin de famille puisse éventuellement en parler avec les personnes pour faire de l'information sur les directives anticipées. Et enfin, concernant les ressources que l'on a identifiées, donc on a forcément parlé de mon espace santé, on peut difficilement passer à côté actuellement au vu des actualités. On a également parlé des CPAM et de la MSA. On a également évoqué les journées des associations, donc des journées qui peuvent être à thème. Par exemple, je sais que dans le cadre des espaces des usagers dans lesquels nous travaillons avec Raymond, il peut parfois y avoir des animations en lien avec certaines associations, donc des stands par exemple dans le hall des établissements de santé. Ça peut être sous forme de différents supports pour vraiment faire de l'information et vulgariser un maximum la thématique. Il y a également sur le parcours des soignants, ça a été évoqué, donc par exemple faire de la communication ciblée sur les écoles d'infirmières, dans les salles d'attente des cabinets médicaux. Donc là, on rejoignait la notion du médecin traitant.
Donc voilà ce que je peux vous dire pour résumer sur ces échanges que l'on a eus avec les bénévoles d'associations lors de ces GT que l'on va reprendre du coup début mai pour finaliser cette fameuse boîte à outils qui servira après à tous les bénévoles d'associations qui veulent s'en saisir. Sur les associations, on se rend compte que les associations, que l'on soit bénévole associatif ou représentant des usagers, et à travers notamment le processus plainte et réclamation, qui peuvent être aussi un espace dans lequel souvent les représentants peuvent être amenés à avoir des questionnements sur ces notions-là. On voit que là aussi, il y a des liens de convergence aussi à faire, à se dire que toutes les associations sont donc intéressées, puisque une des questions du chat, pour rebondir, a été de dire on a beaucoup focalisé sur directives anticipées et soins palliatifs. Et est-ce que c'est que les soins palliatifs? Du coup, la question de la directive anticipée, et d'ailleurs on l'a vu, donc ça c'est un processus, ça peut être discuté au niveau du parcours. Et effectivement, donc moi je m'étais interrogée d'ailleurs, et c'était une des questions que je vous posais, c'est-à-dire qu'on se retrouve en réanimation suite à un accident ou ce genre de choses. Voilà, la question de la directive anticipée peut être amenée aussi à des moments qui ne sont pas forcément liés à une maladie invalidante, dégénérative, etc., mais qui peut être aussi lié à des éléments contextuels, conjoncturels, liés à un accident de parcours de vie. Et du coup, moi, ma question, c'est aussi par rapport à ça, donc sur directive anticipée, voilà, comment aussi cette évolution de société par rapport à la question d'amener cette directive anticipée dans tout le process, du coup, qui serait peut-être, c'est une question que je peux poser du côté de Ségolène comme du côté de Giovanna, en lien avec le parcours de santé et de vie, du coup, de la personne. Je pense que vous avez complètement raison. Évidemment, on peut se retrouver confronté à typiquement, effectivement, l'accident de voiture, la réanimation, c'est tout à fait des situations dans lesquelles les directives anticipées pourraient avoir leur utilité, évidemment. Et je ne vois qu'une réponse, c'est remettre la possibilité de la mort dans la société. Je radote un petit peu, mais parce que pour moi, il n'y a pas d'autre réponse. On est une société dans laquelle on ne meurt plus, en fait, paradoxalement, depuis une 50aine d'années. Les baby-boomers ne sont pas morts, pas encore. Il n'y a plus de morts accidentelles, il y a plus, évidemment, pour tous ceux qui sont touchés, mais il y a très peu de morts accidentelles, il y a quasiment plus de morts infantiles, il n'y a plus de guerre, en tout cas, on a la chance chez nous, dans notre pays, il n'y a plus de guerre ou quasiment plus, il y a beaucoup moins de morts par accident. Donc en fait, la mort a disparu, la mort est reléguée dans les hôpitaux et pire que ça, dans des services de soins palliatifs dans les hôpitaux. Et je pense que la solution, une solution, c'est de remettre vraiment la question de la mort dans la société. On peut tous mourir et pas forcément de maladie, vous avez raison, et on a peut-être des choses à dire si on fait un accident et on a peut-être envie de s'exprimer à l'avance. Et peut-être pour compléter ce qu'a dit Ségolène, de mon côté, il y a toujours cette notion de rendre les droits, donc mettre les personnes en condition d'exercer leurs droits à tout moment de leur vie. On sait pertinemment que dans d'autres domaines de la santé, l'exercice de la démocratie sanitaire a évolué de façon très, très importante. Dans le domaine de la fin de vie, cette démocratie sanitaire, elle est physiologiquement difficile parce que la personne concernée par la fin de vie peut difficilement militer ou faire des retours d'expérience sur la phase de vie à laquelle elle fait face. Donc, exercer à titre personnel les droits et militer à titre personnel pour ces droits quand on est en situation de fin de vie est difficile. C'est beaucoup plus facile d'être accompagné et de faire porter cet exercice de droit par des tiers. Mais nous, on estime que monter en compétence, acquérir toutes les notions concernant les enjeux de la fin de vie en amont, évidemment, en amont de la période de la fin de vie, permet aux personnes de pouvoir plus facilement exprimer leurs préférences, de pouvoir plus facilement discuter avec ceux qui vont être la clé pour pouvoir exercer ce respect de ses préférences, les soignants, mais aussi les proches. Ségolène l'a bien dit, il y a aussi des questions qui sont
poser vis-à-vis des proches, des familles, et puis la société en général. Et donc, nous, côté centre, on est vraiment sur cette notion qui est spéculaire à celle évoquée par Ségolène. Il y a la notion de faire entrer la mort dans la vie, et il y a la notion de faire monter en compétence tous les citoyens sur les questions de la fin de vie pour pouvoir faciliter l'expression des préférences et leur prise en compte. Monsieur Brossard, peut-être voulez-vous intervenir? Je vous avais vu acquiescer et lever le petit doigt. C'était pas prévu. Oui, voilà, c'était pas prévu. Je sais que ce n'est pas un temps de parole pour moi, mais il y avait 2-3 petites choses sur lesquelles je voulais absolument revenir, notamment sur les directives anticipées. Donc, du coup, vous êtes revenu un petit peu sur la question, parce que tout à l'heure, quand Madame la vice-présidente de l'ASFAP nous indiquait le dispositif sur lequel il travaillait, qui était l'Advanced Care Planning, cet anglicisme un peu barbare, il ne faut pas oublier que ça ne fonctionne qu'à partir du moment où vous êtes malade. On est dans un protocole de soins. Si vous n'êtes pas malade, les directives anticipées sont adaptées, puisque, comme vous l'avez rappelé, et je vous remercie d'être venu sur cela, il y a des accidents de la vie et les directives anticipées permettent aussi de pouvoir en parler. Et je voudrais dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros focus qui a été fait sur les soins palliatifs pendant ce webinaire, qu'il y a un certain nombre de maladies qui, on le sait tous, sur lesquelles malheureusement les soins palliatifs n'ont pas de moyens d'action encore efficaces. Je pense aux maladies neurodégénératives sur lesquelles, effectivement, écoutez madame, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce point de vue, mais une maladie de Parkinson, on ne va pas rentrer forcément en soins palliatifs tout de suite. Donc on a des maladies sur lesquelles les directives anticipées peuvent être beaucoup plus efficace que il pourrait y paraître. Et puis il y a surtout une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de soins palliatifs partout sur le territoire. Et ça, vous allez forcément être d'accord avec moi, c'est qu'on a malheureusement des soins palliatifs qui ne sont pas développés sur l'ensemble du territoire. Nous avons encore des départements où il n'y a pas de soins palliatifs. On a moi j'ai la chance d'habiter au nord de Bordeaux, dans une petite ville où, effectivement, quand on vit en ruralité, on n'a pas accès aux soins palliatifs, on a accès aux soins palliatifs à la métropole. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas être forcément à côté de nos proches, de ceux que l'on aime, de ceux qu'on souhaiterait avoir à côté de nous au quotidien. Donc, il faut continuer à développer les soins palliatifs, c'est important. Et d'ailleurs, à la DMD, nous militons pour cela également. Mais par contre, clairement, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que tous les citoyens ne sont pas égalitaires face à l'accès aux soins palliatifs. On en manque beaucoup. Donc, c'est bien de le rappeler aussi, parce que vous avez parlé beaucoup des soins palliatifs en disant que c'était très bien, mais c'est très bien, mais on n'en a pas assez. Voilà. Et on n'a surtout pas assez de personnel. Et ça, vous n'allez pas pouvoir. Oui, votre micro est coupé si vous voulez parler. Et on n'a aussi pas assez de personnel qui est formé aux soins palliatifs. Pas que parce que les gens ne rédigent pas leur directive anticipée, pas parce qu'ils n'ont pas ou pas parce qu'on n'a encore pas légaliser l'aide active à mourir, mais aussi parce que les soins palliatifs ne sont pas assez développés. Je rappelle que le dernier plan de développement des soins palliatifs, mais je pense que vous pourrez le rappeler à ma place, c'est 2,5 € par Français, quand l'Autriche, dans le cadre de sa loi légalisant l'aide active à mourir, a également du coup fait un grand plan de développement des soins palliatifs. L'Autriche, c'est 12 € par citoyen. Donc je pense qu'on a encore un delta pour le développement des soins palliatifs dans notre pays. Mais ça, on est tout à fait d'accord là-dessus, et c'est évident, et c'est le grand scandale, il est là, hein, c'est qu'est-ce que notre pays veut se donner comme moyen pour accompagner correctement la fin de vie, et la fin de vie, ça commence très tôt. Et est-ce l'honneur d'un pays civilisé que de ne pas mettre l'argent qu'il faut dans l'accompagnement? Ça, je suis parfaitement d'accord. Je voulais juste revenir là où je tiquais, c'est que je pense que vous confondez, si je puis me permettre, les services de soins palliatifs et les soins palliatifs. Il y a effectivement des services de soins palliatifs qui sont loin d'être accessibles. Il y a 26 départements qui n'en ont pas, et ça peut être loin. Vous avez parfaitement raison, je suis complètement d'accord. En revanche, les soins palliatifs, ça ne peut pas se résumer aux services de soins palliatifs. Il y a les réseaux, il y a les HAD. Et puis, les soins palliatifs, c'est une philosophie de la médecine, c'est un champ de la médecine que chacun devrait pouvoir
un médecin généraliste, une infirmière libérale, un cardiologue, un oncologue. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle des soins palliatifs, de cette vision de la médecine. Et celle-là, elle est pas toujours accessible partout non plus, nous en convenons. Il y a des efforts encore tout à fait importants à faire. Puis il y a aussi des patients qui ont effectivement des accidents de vie, donc on est tout à fait d'accord. Je dis juste qu'on ne meurt pas toujours mal en France, on meurt aussi extrêmement bien, mais il faut que l'État nous en donne les moyens et que le plan va dans le bon sens, mais n'est pas suffisant. Nous en partageons aussi cela. Mot de la fin, puisque a priori beaucoup de commentaires dans le chat, mais pas vraiment de questions, à part justement celle pour laquelle je vous ai interpellé. Il est 16h09, nous avons presque respecté le timing à quelques minutes près. Je vous propose que nous puissions clore ce webinaire. Merci vraiment à tous nos intervenants. Je pense que les échanges ont été intéressants, qu'on a matière. L'idée, c'est que maintenant, on puisse s'en saisir. Je crois qu'on a aussi peut-être des réflexions à avoir. En tout cas, donc au-delà du replay qui sera disponible, comme vous l'a dit Axel, il y aura probablement aussi un petit support qui viendra accompagner en complément, puisqu'on l'a dit, pas tout le monde a accès au replay et au numérique, donc on mettra quand même à disposition un petit document de synthèse, peut-être aussi pour ouvrir sur la continuité de les éléments de notre clôture, à savoir un plaidoyer peut-être de promotion et de démystification de la mort, pour se dire qu'effectivement, ça serait bien qu'on intègre cette question dans notre relation et dans nos échanges, comme un espace de discussion collégiale, professionnelle, avec une évolution des cultures professionnelles, associations, citoyens, institutions, société de manière globale, et qu'on puisse justement revenir à réintégrer, à réinterroger cette notion-là pour avancer dans la reconnaissance de ce droit, comme l'a dit si bien Giovanna, et essayer de faire avancer ce droit, et ce droit pour tous. Merci infiniment qui a été notre derrière le micro, derrière les écrans, à regarder les chats, à vérifier que tout allait bien. On a été nombreux. Je remercie aussi ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce webinaire. On était plus de 110 connectés à un moment donné, donc ce qui est bien pour un webinaire. On est assez content. Et donc, on vous donne rendez-vous bientôt pour continuer nos échanges à travers les expressions. Et puis rappeler, peut-être, on peut en faire la promotion quand même, que on va accueillir du 13 au 15 juin prochain le congrès national de la Société française des soins palliatifs et d'accompagnement, de la SFAP, pendant 3 jours. Donc, on est très heureux d'accueillir également ce congrès, Giovanna, pour des échanges, des débats publics, voilà, dans le cadre de notre travaux respectifs. Ségolène. Excusez-moi, oui, c'est du 15 au 17 juin, mais je vous remercie. 17, pardon, excusez-moi pour les dates. C'est bien voilà. Du 15 au 17. Exactement. Et dans ce cadre-là, donc, on retrouvera d'ailleurs Giovanna qui interviendra, un webinaire qu'on fait spécialement sur la question. Je vais laisser d'ailleurs Agathe vous en parler, puisque c'est elle qui sera aux commandes. Un webinaire sur, Agathe, dis-nous tout. Alors, un webinaire qui aura lieu le 2 juin de 17h à 19h30 sur les aidants et sur la place et le rôle des aidants en termes de soins palliatifs. Donc, un webinaire en 3 parties et on ne vous en dit pas plus. Voilà. Surprise. Donc, voilà. Place des rôles des aidants dans l'accompagnement de fin de vie. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.